La lumière filtrant à travers les hautes fenêtres du cabinet de Maître Dubois peinait à réchauffer l'atmosphère de marbre froid et d'encre ancienne. Le silence qui avait suivi la lecture de la clause testamentaire N était pas un silence de recueillement, mais le poids lourd et étouffant de l'injustice formalisée. Hélène, assise sur une chaise au dossier rigide, sentait la douleur invisible de toutes ces années remontées. Cette douleur sourde d'être toujours la quantité négligeable. Le membre de la famille qu'on tolère mais qu'on ne célèbre jamais. Maître Dubois, imperturbable dans son rôle de messager impartial, avait refermé le dossier, et le son sec du cuir frappant la table résonnait comme le coup de marteau final sur sa propre exclusion. Elle n'avait hérité que d'une somme symbolique, une aumône, tandis que Michael recevait l'intégralité des parts de l'entreprise Fournier et de la résidence familiale, le cœur battant de l'héritage de Paul. La clause, lue d'une voix monocorde par le notaire, avait insisté sur son manque d'implication dans la pérennité de l'héritage familial comme une formule polie pour la désigner officiellement comme un fardeau, une oisive. Hélène savait que ce N était pas la main de son père qui avait écrit ces mots, mais la plume manipulatrice de son frère aîné. Michael, assis face à elle, se redressa légèrement, affichant ce sourire suffisant qu'Hélène connaissait depuis l'enfance, un masque de triomphe à peine dissimulé par une fausse mine contrite. Ce sourire disait « J'ai gagné, et tu ne vaux rien ». Il était le fils en or, le successeur naturel, celui qui avait la poigne et l'ambition, tandis qu'elle était restée la rêveuse, celle dont les efforts discrets pour soutenir Paul durant sa maladie avaient été systématiquement minimisés, voire ridiculisés. Michael, hélas, était assuré de contrôler l'accès à Paul dans les derniers mois, instillant méthodiquement le doute dans l'esprit affaibli de leur père, le persuadant que la seule sécurité pour l'entreprise résidait dans une transmission totale et exclusive. Paul, jadis un homme d'affaires redouté, était devenu une proie facile sous l'effet conjugué de la maladie et de la persuasion constante de Michael. Hélène avait assisté à cette lente érosion avec une impuissance rageuse, tout en maintenant sa dignité, refusant d'entrer dans un conflit ouvert devant un homme mourant. Anne Fournier, leur mère, était assise entre eux, un témoin passif de longue date. Ses yeux gris évitaient le regard d'Hélène. Anne avait toujours privilégié la paix familiale, une paix illusoire construite sur le sacrifice des sentiments d'Hélène. Elle avait tacitement accepté le jugement de Michael, trop craintif pour s'opposer à la force de caractère, ou plutôt à la tyrannie, de son fils aîné. Hélène ne ressentait plus la colère envers sa mère, juste une immense tristesse pour cette lâcheté qui validait l'injustice. Elle sentit ses mains se crisper, non de désespoir mais d'une détermination froide. Elle avait préparé son coup. Elle avait anticipé cette trahison, et avait gardé jalousement la preuve secrète de cette manipulation orchestrée, attendant le moment où l'humiliation serait la plus publique, la plus cinglante, pour frapper. Ce cabinet de notaire, cet instant formel, était sa scène. Michael se racla la gorge, rompant le silence professionnel, et s'adressa à Maître Dubois, avec une onction calculée. « Maître, je remercie mon père pour cette confiance, il a fait le choix le plus raisonnable pour l'avenir de la société. » Il marqua une pause théâtrale, puis tourna son regard vers Hélène, son sourire roumet, élargissant. Il ne pouvait pas se contenter de la victoire, il devait la piétiner devant la famille et le notaire. « Hélène, je sais que tu es déçue, mais reconnais que cette décision est juste. Notre père était un homme d'affaires avisé, il savait que l'entreprise nécessitait un engagement total, un investissement que, malheureusement, tu n'as jamais su fournir. » Ces mots étaient des aiguilles plantées dans des plaies anciennes. Hélène avait passé 20 ans à travailler dur, certes dans un domaine différent, la conservation d'art, mais elle avait toujours été autonome et responsable. Pour Michael, cependant, tout ce qui n'y était pas au service direct de l'entreprise. Fournier était considéré comme une frivolité, une existence de parasite. C'est était l'expression qu'il utilisait souvent, en privé, pour la dénigrer. Tu vis de l'air du temps, Hélène, et les vrais bâtisseurs comme moi portent le poids de la famille. Hélène le laissa parler, savourant sa propre douleur silencieuse comme un vin amer qui renforçait sa résolution. Elle observa le petit mouvement nerveux de Maître Dubois, mal à l'aise face à cette démonstration familiale brutale qui dépassait le cadre légal, mais elle nota surtout la façon dont Anne hochait légèrement la tête, comme pour confirmer, même timidement, les paroles de Michael. Était cette confirmation tacite de sa mère qui faisait le plus mal. Michael, encouragé par le silence général, décida d'aller plus loin, d'inscrire l'humiliation dans le marbre familial. La somme que tu reçois est généreuse compte tenu de ton style de vie. C'est un don si tu veux pour t'aider à continuer tes petites activités. Tu n'as jamais été capable de te lever tôt, de faire des sacrifices. Tu as toujours été la marge, Hélène. Et le testament de papa ne fait qu'officialiser cette réalité. Un héritage, ce n'est pas une loterie. C'est la reconnaissance de la valeur. Et ta valeur, malheureusement, n'est pas dans l'entreprise. Il prononça le mot « parasite » sans l'articuler. Mais l'intention était claire, lisible dans le mépris glacial de ses yeux. C'est à cet instant précis que le barrage d'années de souffrance silencieuse se rompit, non pas dans les larmes, mais dans une clarté froide et tranchante. Hélène réalisa que cette humiliation publique, devant le notaire, devant sa mère, était le prix à payer pour la liberté qu'elle s'apprêtait à saisir. Hélène réalisa qu'était-tu pour son père,
Hélène réalisa était tue par respect pour l'apparence, mais elle ne se tairait plus jamais pour Michael. Elle posa sa petite pochette en cuir sur la table, puis tendit la main vers le sol, attrapant une boîte en aluminium sombre, discrète, qu'elle avait placée là à son arrivée. « Michael, j'apprécie ta franchise, tu as toujours eu le don de résumer notre vie de famille en quelques mots cinglants. » Sa voix était étonnamment calme, presque monocorde, ce qui surprit Michael, qui s'attendait à des larmes ou à une protestation véhémente. « Qu'est-ce que c'est cette boîte ?» demanda Anne, brisant son silence habituel, visiblement décontenancée par la froideur et le calme d'Hélène. « Un cadeau posthume, maman, » répondit Hélène. Elle ouvrit la boîte. Elle contenait un petit projecteur numérique portable et un haut-parleur Bluetooth de haute fidélité. Le notaire fronça les sourcils, intrigué et légèrement agacé par cette digression non professionnelle. Michael rit, un son sec et méprisant. « Quoi, tu vas nous montrer des photos de vacances pour prouver que tu mérites plus ? Laisse tomber, Hélène ! Le testament est lu. » Hélène ignora son frère. Elle brancha rapidement le haut-parleur, le posant au centre de la table entre les documents légaux. L'appareil émit un léger bip de connexion. Elle sortit ensuite son téléphone portable, qu'elle connecta au projecteur, orientant l'objectif vers le mur blanc et neutre derrière le notaire. « Non, Michael, je ne vais pas me battre pour l'argent de papa. Je vais juste restaurer la vérité. Et tu as raison, c'est le moment idéal, devant Maître Dubois, pour que tout soit officiel. » Elle fit glisser son doigt sur l'écran et appuya sur « Lecture ». Pendant une seconde, il n'y eut qu'un léger bruit de souffle, puis une voix éleva. Une voix familière, rauque et faible, celle de leur père, Paul Fournier, enregistrée en secret quelques semaines avant sa mort. « Dude, je suis fatigué, Michael. Arrête !» La voix de Paul était pleine d'une lassitude déchirante. Michael se figea, son sourire suffisant se dissolvant instantanément. Il reconnut le son, le timbre précis de la chambre de leur père, de ce jour où lui, Michael, avait cru être seul avec Paul. Puis, la voix de Michael, claire, ferme et impitoyable, résonna dans le bureau feutré, amplifié par le haut-parleur de qualité. « Père, tu dois comprendre, Hélène ne gérera jamais l'entreprise. Elle est incapable de prendre une décision difficile. Si tu ne me laisses pas la totalité, elle vendra sa part, et le patrimoine familial sera dispersé. Pense à ma réputation, à l'héritage que j'ai bâti avec toi. » Hélène avait enregistré cette conversation, non pas en étant présente mais en laissant un enregistreur numérique ultra-sensible dissimulé dans un livre de chevet, sachant que Michael rendait visite à Paul pour ses discussions sous pression, à des moments où Hélène n'était pas là pour contrecarrer ses manœuvres. La projection affichait simplement le niveau sonore de l'enregistrement, un graphique mouvant et impersonnel, mais le son, lui, était d'une intimité terrifiante. La voix de Paul revint, teintée d'une supplication. « Mais j'avais promis à Hélène une part égale. Elle s'est occupée de moi, Michael. Elle était là quand tu étais aux réunions. » La réponse de Michael fut glaciale, professionnelle, et dépourvue de toute émotion filiale. « Ce n'est pas une question de sentimentalité, père. C'est une question de succession et de stratégie. Tu es faible. Tu as besoin de clarté. Signe cette révision maintenant. Je ne te demande pas de m'aimer plus, je te demande d'être responsable. Si tu ne signes pas, tout ce que nous avons construit s'effondrera, et ce sera de ta faute. » La salle devint silencieuse, un silence total, bien plus profond et plus lourd que celui qui avait précédé l'enregistrement. Était le silence de la vérité nue. Le notaire, Maître Dubois, dont le rôle était être neutre, portait une expression de choc absolu. Sa main se posa sur son menton, ses yeux fixés sur le graphique sonore. Anne Fournier, la mère, porta ses mains tremblantes à sa bouche. Elle regarda Michael, puis Hélène, puis le haut-parleur, comme si l'appareil était une créature maléfique ayant craché un secret mortel. La passivité qui l'avait caractérisée pendant des décennies s'effondrait sous le poids de cette révélation. Elle avait cru, ou du moins était convaincue, que Michael était juste, qu'Hélène était la coupable de son propre malheur. Maintenant, elle entendait l'extorsion psychologique. La coercition sans amour exercée sur son mari mourant par son propre fils. Michael, exposé, sortit de sa sidération avec une rage paniquée. « Arrête ça! C'est illégal! C'est monté! C'est une fausse manipulation !» Il se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière, le bruit sec résonnant comme un coup de feu dans le silence tendu. Hélène, toujours assise, garda le regard fixé sur son frère. Elle n'avait pas besoin de parler, l'enregistrement parlait pour elle. Elle le laissa se débattre. L'audio continuait, montrant clairement l'affaiblissement de Paul face à l'insistance brutale de Michael. Fais ce que tu veux, mais souviens-toi. Ce n'est pas ma volonté. Puis, un bruit de signature faible, suivi du soulagement froid de Michael. Merci, père. C'est pour le bien de la famille. Hélène coupa l'enregistrement. Le silence revint, encore plus puissant, empli des échos de la trahison. Michael se tenait debout,
le visage pourpre, les traits déformés par la peur et la fureur. Tu as enregistré ton propre père? Mais qu'est-ce que tu es? Une espionne? Une vermine? Il cracha le mot, utilisant enfin l'insulte qu'elle attendait. Hélène se leva à son tour, lentement, captant l'attention de tous dans la pièce. Elle ne tremblait pas. Elle était enfin légère. Les années de mépris silencieux étaient là, palpables dans l'air, mais elle ne la écrasait plus. Elles étaient devenues le socle de sa force. Une vermine? Un parasite? Répéta-t-elle, sa voix claire et parfaitement audible, sans effort. Tu as passé toute ta vie à me traiter ainsi, Michael, et tu as utilisé ces mêmes accusations pour forcer un homme malade, ton propre père, à renier sa parole. Tu as justifié mon exclusion par mon manque d'implication, quand c'est toi qui l'as isolé pour mieux le manipuler. Elle fit un pas vers le centre de la pièce, dominant Michael par la simple force morale qu'elle venait de s'octroyer. J'ai gardé ce secret, cette preuve, pendant des mois. Non pas pour l'argent, mais pour ce moment. Pour le moment où tu te tiendrais devant la famille, fier de ton mensonge, et que je révélerai la vérité qui te détruit. Anne sanglotait doucement, le son étouffé par ses mains. Elle réalisait qu'elle avait préféré croire le triomphe apparent de son fils, plutôt que l'honnêteté discrète de sa fille. Maître Dubois, rompant sa neutralité forcée, intervint, sa voix grave. Monsieur Fournier, indépendamment de la légalité de cet enregistrement, le contenu soulève des questions très sérieuses concernant la validité du consentement de votre père et l'abus de faiblesse. Il regarda Hélène. Mademoiselle Fournier, il est clair que vous détenez la preuve que ce testament a été modifié sous la contrainte. Michael se tourna vers le notaire, essayant de retrouver son assurance d'homme d'affaires. Maître, ce n'est que l'avis d'un vieil homme fatigué. Il signait de son plein gré. Vaine? Il a dit clairement que ce N était pas sa volonté, Michael, coupa Hélène, ses yeux ancrés dans les siens. Et tu as menacé l'héritage familial, pour le forcer à signer. Tu n'as pas voulu la succession, tu as voulu l'exclusion et la domination. Elle se tourna vers sa mère, un regard de compassion triste. Maman, tu as accepté que je sois le mouton noir pour ne pas déranger Michael. Tu as accepté que ton mari soit forcé à renier sa fille. Écoute ce silence, maman. C'est le prix de cette paix illusoire. La libération était physique. Hélène sentait l'air remplir ses poumons d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis des années. Elle était plus la petite sœur humiliée, la marginale. Elle était la détentrice de la vérité, celle qui avait mis fin à la tyrannie. Michael, comprenant que tout son prestige, sa position d'héritier légitime et sa réputation étaient en train de s'effondrer devant la preuve irréfutable de sa bassesse, était vaincu. Il essaya une dernière fois de récupérer le contrôle. Il fit un pas agressif vers Hélène. « Tu vas le regretter! Tu vas le payer !» Hélène ne recula pas d'un pouce. Elle leva son téléphone. « Oh, je n'ai pas tout révélé ici, Michael. Cet enregistrement, ce n'est qu'un extrait. J'ai une copie intégrale horodatée, déposée chez mon avocat il y a 2 mois. Si tu fais un seul pas de plus, si tu continues d'utiliser ce testament pour me spolier, je diffuserai l'intégralité de la conversation et les détails de tes méthodes de pression. Ce ne sera plus devant un notaire, mais devant un tribunal et, si nécessaire, dans les médias. Tu ne seras plus le successeur naturel, Michael, tu seras celui qui a abusé de son père mourant. » Le bluff d'Hélène n'en était pas un. Elle était prête à aller jusqu'au bout. Le choc était total. Michael réalisa qu'il n'était plus en position de force. Il était exposé, détruit. Il avait cherché la gloire dans l'humiliation publique de sa sœur, et il trouvait sa propre chute, plus retentissante encore, dans la même arène. Le silence pesait de tout son poids, écrasant Michael. Il recula, chancela, et se laissa tomber sur sa chaise renversée qu'il releva maladroitement. Il ne parvint à articuler qu'un mot, un murmure de défaite. Non, tcha. Hélène rangea ses affaires dans la boîte. Elle n'avait plus rien à dire. Elle avait prouvé l'injustice. Elle avait exposé l'agresseur, et elle avait récupéré sa voix. Elle ne réclamait pas l'héritage, mais la reconnaissance. Elle se tourna vers Maître Dubois, dont le professionnalisme tremblait visiblement sous l'impact émotionnel. « Maître, je vous laisse le soin d'informer mon frère des conséquences juridiques de cet enregistrement et de la nullité potentielle du testament révisé. » Puis, elle regarda sa mère, qui la fixait avec une expression de regret intense. « Maman, je suis désolée que tu aies dû apprendre la vérité de cette façon. Mais ce jour-là, j'ai choisi de ne plus être un silence. J'ai choisi ma valeur plutôt que ta paix. » Elle quitta le cabinet de notaire sans un regard en arrière. La porte se referma doucement derrière elle. Le cabinet, théâtre de son humiliation, était devenu le lieu de sa résurrection. Elle marchait dans la rue, le soleil sur son visage, le poids des années silencieuses enfin relâché. Ce jour-là, tout avait changé. Michael était démoli, et elle était enfin libre. Elle avait repris sa voix, et elle ne la perdrait plus jamais. L'injustice était claire, la vérité cachée était révélée, et la justice, bien que morale, était immédiate et totale. Était le triomphe de Lee, âme oubliée. La lumière filtrant à travers les hautes fenêtres du cabinet de Maître Dubois, peinait à réchauffer l'atmosphère de marbre froid et d'encre ancienne.
Le silence qui avait suivi la lecture de la clause testamentaire N était pas un silence de recueillement, mais le poids lourd et étouffant de l'injustice formalisée. Hélène, assise sur une chaise au dossier rigide, sentait la douleur invisible de toutes ces années remonter. Cette douleur sourde être toujours la quantité négligeable, le membre de la famille que l'on tolérait à peine. Le document, signé de la main tremblante de son père, ne lui laissait qu'une somme dérisoire, à peine suffisante pour couvrir les frais de sa propre existence pendant quelques mois, un geste de charité plutôt qu'un héritage légitime, et l'humiliation résidait dans le fait que cette misère était justifiée, noir sur blanc, par son manque d'implication dans la pérennité de l'héritage familial, une formule élégante pour la traiter de parasite. Elle fixait le notaire, maître Dubois, dont le visage professionnel et imperturbable reflétait la neutralité clinique du droit. Il avait refermé la chemise du testament avec un claquement sec qui résonna dans la pièce comme un couperet. Hélène se força à ne pas réagir physiquement, à ne laisser aucune fissure apparaître sur son visage. Elle avait appris, au fil des décennies passées sous le joug de Michael, que toute émotion était une faiblesse exploitable. Ses mains, cependant, agrippaient fermement le cuir usé de son sac, où reposait le petit boîtier noir, son unique et ultime défense. Elle ne pleurerait pas. Elle ne supplierait pas. Ce jour N était pas celui de sa défaite, mais celui qu'elle avait préparé en secret depuis de longs mois. Michael, lui, n'attendait qu'une réaction. Il était penché en arrière, les mains croisées sur son ventre, arborant ce sourire suffisant qu'elle connaissait depuis leur enfance, le sourire du vainqueur, de l'héritier légitime. Il portait un costume sombre, impeccablement taillé, qui contrastait avec l'usure de sa propre veste, elle qui avait passé les dernières années à travailler dur, loin des feux de la rampe familiale, tandis que Michael ne faisait que gérer l'entreprise que papa avait construite. Il aimait ce rôle de successeur, de pilier de la famille, et il aimait surtout la voir réduite à rien, confirmant son propre jugement infaillible. C'est donc acté, maître, dit Michael, sa voix grave se voulant magnanime, mais résonnant d'une satisfaction à peine dissimulée. Il jeta un regard à Hélène, un mélange de pitié feinte et de triomphe brutal. Papa était clair. Il a toujours su qui avait les épaules pour reprendre les rênes, et qui préférait vivre au crochet des autres. Il ponctua cette dernière phrase d'un haussement épaules dédaigneux. La mère, Anne, était assise à côté de Michael. Son silence était assourdissant. Elle avait les yeux rivés sur ses mains, des mains fines et vieillissantes qui tremblaient légèrement. Anne était pas malveillante, elle était lâche. Elle avait toujours choisi la voie de la moindre résistance, laissant Michael dominer le récit familial et traiter Hélène comme une étrangère, par peur de perturber la façade de paix et de respectabilité que la famille Fournier-Nice était construite. Le regard fuyant d'Anne était une confirmation silencieuse de la trahison, une acceptation tacite de l'humiliation que sa fille venait de subir. Hélène se rappela l'agonie de son père. Paul Fournier, homme d'affaires respecté, avait commencé à décliner rapidement après son 60e anniversaire. Avant que la maladie ne le ravage, il lui avait promis une part équitable, reconnaissant qu'elle, la marginalisée, était la seule à lui rendre visite régulièrement, à l'aider à trier ses papiers et à lui apporter un soutien émotionnel sincère, loin des calculs froids de Michael. Mais dès que son père avait montré des signes de faiblesse cognitive, Michael était installé, prenant le contrôle, filtrant les appels, et, visiblement, forçant la réécriture du testament. Je dois avouer que je ne suis pas surpris, Hélène, continua Michael, incapable de se taire, savourant son moment. Ta contribution à l'entreprise se résume à 0. Et soyons honnêtes, cette somme symbolique, c'est déjà généreux, vu ton historique. Tu n'as jamais été qu'une bouche à nourrir, une rêveuse sans ambition, toujours à la marge. Il insista sur le mot, parasite, sans le prononcer, mais l'intention était si claire qu'elle brûlait l'air de la pièce. Papa, dans sa sagesse, a protégé l'héritage contre l'oisiveté. Hélène sentit une vague de chaleur monter de sa poitrine. Non pas la honte, mais une rage froide et mesurée, qui avait mûri pendant des mois. Ces mots, parasite, oisiveté, marginalisé, ils étaient l'île, écho de toute une vie de mépris. Elle se souvenait de ses réussites académiques ignorées, de ses tentatives professionnelles moquées, toujours comparées au succès facile de Michael, qui n'avait fait qu'hériter d'une base solide. L'injustice était pas seulement financière, elle était existentielle. Michael, intervint maître Dubois, tentant de rétablir un semblant de dignité dans la procédure. Les commentaires personnels ne sont pas nécessaires. Au contraire, maître, ils sont essentiels, rétorqua Michael avec un geste de la main, balayant l'objection du notaire. Ma sœur doit comprendre que la vie n'est pas un conte de fées, et que les responsabilités familiales ne se limitent pas à prendre le thé. Elle s'attendait à quoi? À ce qu'on lui donne les clés de l'entreprise pour qu'elle la coule? Il la regarda droit dans les yeux, ce regard arrogant et cruel qui lui avait fait tant de mal autrefois. Tu ne mérites rien de plus que ce que papa a laissé. Absolument rien. C'est là, dans cet instant précis de l'humiliation maximale, que le déclic se fit. La douleur accumulée pendant 40 ans se cristallisa en une résolution implacable. Hélène avait attendu cet événement public, cette tribune forcée, pour agir.
Elle avait besoin que Michael atteigne le sommet de son arrogance pour que sa chute soit d'autant plus retentissante. Elle dégagea lentement ses mains de son sac, ses mouvements précis et calmes contrastant étrangement avec la ferveur triomphante de son frère. Le silence revint, un silence nerveux, car Hélène, d'ordinaire si effacée, venait de se redresser sur sa chaise. Elle porta sa main à son sac et en sortit une petite boîte noire, pas plus grande qu'un paquet de cigarettes, connectée à un câble discret. « Vous avez raison, Michael, » dit Hélène, sa voix étonnamment stable, presque monocorde. Le son était inhabituel, car elle parlait rarement, préférant laisser les autres remplir l'espace. Ce jour-là, tout a changé. J'ai compris il y a longtemps que ce que vous appeliez « sagesse »,« d'âme », était en réalité que de la manipulation et de l'avidité. Michael haussa un sourcil, amusé par ce qu'il prenait pour une dernière tentative pathétique de résistance. « Ah, la théorie du complot. Tu nous refais le coup de la victime incomprise ?» Il se tourna vers Maître Dubois avec un sourire moqueur. « Maître, vous voyez, c'est typique, l'incapacité à accepter les faits. » Hélène ignora son sarcasme et continua, ses yeux fixés sur le boîtier qu'elle posa délicatement sur la lourde table de chêne du notaire. Le notaire, intrigué et mal à l'aise, observait l'objet. La mère, Anne, leva enfin les yeux, une expression de peur naissant sur son visage, comprenant intuitivement que sa fille s'apprêtait à faire quelque chose d'irréversible. « Vous parlez de l'héritage, Michael, » reprit Hélène son ton lisse, élevant légèrement mais conservant sa froideur. « Vous parlez de la volonté de papa. Vous parlez de ma prétendue oisiveté. Mais je vais vous montrer ce que papa a vraiment voulu, et ce que vous avez fait pour déformer ses dernières volontés. » Elle prit le petit câble et le brancha à la prise électrique située sous la table du notaire. L'objet noir, qui était en réalité un projecteur miniature couplé à un système audio haute fidélité, s'alluma avec un petit clic discret. Dans le coin du mur, juste au-dessus de l'île, épaule de Michael, une zone de lumière blanche apparut soudainement, créant une distraction visuelle violente dans l'ambiance feutrée du cabinet. Michael se retourna, irrité par l'interruption. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Range ce gadget immédiatement, Hélène. C'est la lecture d'un testament, pas une de tes représentations marginales. » Il essayait de dominer la situation par l'autorité, mais la surprise avait déjà fissuré son assurance. Hélène, cependant, était déjà en train d'appuyer sur le bouton de lecture. Elle ne s'adressait plus à Michael, mais à la pièce entière. « J'ai gardé cette preuve en secret, Michael. Je savais que vous tenteriez de me piéger, mais j'ai aussi documenté votre manipulation. » Le projecteur afficha une simple image statique. La date et l'heure, il y a 6 mois, 2 semaines avant que Paul ne soit trop faible pour communiquer clairement. Puis, le son envahit la pièce. La qualité était brute, mais parfaitement audible, enregistrée par un dictaphone miniature qu'elle avait laissé dans le bureau de son père ce jour-là, pressentant le danger. Était la voix de Paul Fournier, faible, traînante, mais reconnaissable. Il toussait lourdement. « Paul, Michael, je t'en prie. »« Non. Hélène doit avoir sa part. Elle s'est occupée de moi. » Elle. Un son de papier froissé, puis la voix de Michael dure et impérieuse, sans la moindre trace de l'affection feinte qu'il affichait en public. « Michael, arrête ces enfantillages, papa. Hélène ne fera rien de bon avec l'argent, elle n'a jamais rien réussi. Si tu veux que l'entreprise continue, c'est MOI qui doit tout avoir. Tu ne vas pas me faire le coup de la culpabilité posthume, si ? Signe maintenant, ou je te jure que je retire l'infirmière que j'ai payée. Et qui s'occupera de tes affaires ? Hélène, la marginale ? Le souffle coupé par l'onde de choc, Michael se figea. Hélène était penchée vers l'aile, écran, croyant d'abord à une blague. Mais la reconnaissance de sa propre voix, dénuée de toute humanité, le frappa de plein fouet. Sa bouche s'ouvrit légèrement. Ses yeux écarquillèrent. Il essayait de déglutir, mais sa gorge semblait être soudainement asséchée. Le maître Dubois, d'abord interloqué par l'intrusion technologique, écoutait maintenant avec une attention professionnelle et horrifiée. Il se leva à moitié de sa chaise, son visage passant de la confusion à la stupéfaction. Un notaire, garant de l'authenticité des actes, venait d'entendre la preuve d'une contrainte exercée sur un testateur affaibli. Le silence qui s'installa alors fut absolu, épais, un silence qui n'avait rien à voir avec le recueillement, mais tout avec la terreur. La petite boîte noire continuait de cracher la vérité. « Paul, je t'en prie, Michael, ne me fais pas ça. Je veux juste qu'elle... » La voix du père se brisa, étouffée par la toux, et épuisement. « Michael, avec une violence froide, signe. Maintenant, ou tu vas te débrouiller seul. Dis-toi que c'est pour le bien de l'entreprise. Hélène est un poids mort. Nous la garderons à distance avec quelques miettes. Mais le vrai pouvoir, c'est moi qui l'aurai. » Le son se termina par un silence, suivi d'un petit clic du dictaphone désactivé. Hélène coupa la projection. La lumière blanche disparut, laissant la pièce plongée dans la pénombre morale. Michael était pâle. Sa posture triomphante était effondrée. Il ne ressemblait plus à l'homme d'affaires arrogant, mais à un enfant pris la main dans le sac, son visage déformé par l'incrédulité et une panique naissante. Il se tourna vers Hélène,
incapable de prononcer un mot. « Alors, Michael, murmura Hélène, sa voix maintenant basse et remplie d'une autorité nouvelle. Qui est le parasite, vraiment? Celui qui a travaillé pour soutenir notre père? Ou celui qui l'a menacé de l'abandonner dans son lit de mort pour s'approprier tout l'héritage ?» Anne, la mère, poussa un petit cri étouffé, portant ses mains à sa bouche. Elle regardait Michael avec une horreur glacée. Elle n'avait pas seulement été passive face à l'humiliation de sa fille. Elle venait d'apprendre l'aile, étendue de la cruauté de son fils, la nature sordide de sa soif de pouvoir. La façade de respectabilité qu'elle avait si précieusement entretenue écroulait en un instant. Maître Dubois, professionnel avant tout mais aussi homme, reprit son calme, bien que ses mains aient tremblé en rajustant ses lunettes. Il était face à une situation juridique explosive. « Madame Fournier, cet enregistrement !»« C'est une preuve secrète, maître, » l'interrompit Hélène, ne quittant jamais Michael du regard. L'enregistrement complet est horodaté et sécurisé. Il prouve sans l'ombre d'un doute que mon père, Paul Fournier, a été contraint de signer ce testament sous la menace et le chantage. Michael a forcé mon père à changer ses dernières volontés. Michael retrouva enfin l'usage de ses cordes vocales, mais sa voix était un sifflement rauque. « C'est un montage! C'est illégal! Tu n'as pas le droit d'enregistrer! » « Illégal de prouver le chantage et l'abus de faiblesse sur personne vulnérable ?» répondit Hélène, un léger sourire froid et amer étirant ses lèvres. « Nous verrons ce que la justice en dira. Mais pour l'instant, toute la famille sait qui vous êtes, Michael. Et Maître Dubois est témoin de cette révélation. » Elle se leva lentement. Le mouvement était simple, mais il dégageait une force qu'elle n'avait jamais possédée auparavant. Elle ne se sentait plus petite, ni marginale. Elle se tenait droite, au centre de la pièce, baignée par la faible lumière de l'après-midi. La trahison était sortie de l'ombre pour être exposée à la lumière crue de la vérité. Michael se leva à son tour, brusquement, renversant presque sa chaise. Il était pris au piège, sa domination salisse, évaporant à chaque seconde. « Tu vas le regretter, Hélène. Je vais te traîner en justice !» Il tentait de rugir, mais le son était faible, brisé par la panique. « Vous n'en avez pas les moyens moraux, Michael, » répliqua Hélène. « Ce que vous avez fait à papa, ce que vous m'avez fait pendant toutes ces années, est exposé. Vos paroles, vos actes de cruauté, ne sont plus invisibles. » Elle se tourna vers sa mère, Anne, qui continuait de pleurer silencieusement, le choc ayant finalement brisé sa passivité. Anne chercha le regard d'Hélène. Un regard implorant, confus, cherchant peut-être une absolution. « Maman, » dit Hélène doucement, mais sans chaleur. « Vous avez choisi la paix facile au détriment de la vérité pendant toutes ces années. Maintenant, vous devez vivre avec la vérité de qui est réellement votre fils aîné. Vous avez laissé Michael m'humilier en public pendant des décennies. Ce jour-là, Sisda Guy, était la dernière fois. » Elle se tourna vers Maître Dubois, dont le visage était toujours figé dans une expression de grave préoccupation. « Maître, je vous demande d'annuler immédiatement la lecture de ce testament, étant donné la preuve irréfutable de la contrainte. Je vous informerai demain de mon avocat, qui lancera une procédure pour abus de faiblesse et captation d'héritage. » Le notaire hocha la tête, d'une manière presque mécanique. La gravité de la situation dépassait la simple procédure légale. Qu'est était un séisme familial. « Madame Fournier, je prends note de ces informations. Compte tenu de l'enregistrement que j'ai entendu, nous ne pouvons évidemment pas procéder à la finalisation de l'exécution testamentaire. La procédure est suspendue jusqu'à elle, à clarification judiciaire. » Le visage de Michael devint livide. La suspension était une défaite immédiate, la perte de son pouvoir nouvellement acquis. Il comprit que non seulement il perdrait l'héritage, mais qu'il ferait face à des poursuites pénales pour l'abus de son père. Son monde s'écroulait, non pas dans le secret, mais devant les témoins qu'il avait lui-même rassemblés pour assister à sa gloire. Hélène ramassa calmement la petite boîte noire de la table. Ce N était qu'un objet, mais il symbolisait la fin d'une ère de soumission. En se levant, elle sentit non seulement le poids de l'injustice, éloigné, mais aussi une légèreté inattendue. Elle avait enfin repris sa voix. Ce N était pas un cri, ni un plaidoyer, mais une vérité froide et tranchante, qui avait démantelé l'arrogance de son agresseur. Elle passa devant Michael, qui était maintenant assis lourdement sur sa chaise, les mains couvrant son visage. Il n'y avait aucune pitié en elle, juste une reconnaissance du chemin parcouru pour arriver à cet instant de justice. Il avait cherché à la détruire en la traitant de parasite. Et K était lui, l'homme puissant, qui se retrouvait exposé, démoli publiquement. En atteignant la porte, elle s'arrêta une dernière fois, se tournant vers la pièce où régnait maintenant le désespoir de Michael et le remords silencieux d'Anne. « J'ai toujours su qui Jeanne était, Michael, » dit-elle, sa voix résonnant avec une clarté qu'il n'avait jamais entendue. « J'ai toujours été forte, même dans le silence. Vous ne le saviez pas. Et c'est cette erreur qui vous a coûté tout. » Elle ouvrit la lourde porte du cabinet, le bruit du mécanisme métallique rompant le silence général. L'air frais du couloir lui frappa le visage, un contraste bienvenu avec l'atmosphère étouffante de la salle. Ce jour-là, tout avait changé. Hélène Fournier N était plus la rêveuse marginale, ni le poids mort.
Elle était la femme qui avait tenu tête à son bourreau et révélé la vérité cachée, assurant, enfin, que l'elle, âme oubliée de son père, et sa propre dignité retrouveraient la justice. Elle laissa derrière elle le silence choqué et la figure démolie de Michael, s'avançant vers une vie où son silence ne serait plus jamais confondu avec la faiblesse. L'héritage N était plus l'enjeu principal. Était le rétablissement de la vérité, une victoire bien plus précieuse que toutes les parts d'entreprise. Elle sentait le poids de son sac, mais Sri était le poids de sa liberté nouvellement acquise, et non plus celui de l'injustice subie. La catharsis était totale. Caractère. 27 150. La lumière filtrant à travers les hautes fenêtres du cabinet de Maître Dubois peinait à réchauffer l'atmosphère de marbre froid et d'encre ancienne. Le silence qui avait suivi la lecture de la clause testamentaire N était pas un silence de recueillement, mais le poids lourd et étouffant de l'injustice formalisée. Hélène, assise sur une chaise au dossier rigide, sentait la douleur invisible de toutes ces années remonter. Cette douleur sourde devait être toujours la quantité négligeable, le membre de la famille que l'on tolérait à peine. Le document, signé de la main tremblante de son père, ne lui laissait qu'une somme dérisoire, à peine suffisante pour couvrir les frais de sa propre existence pendant quelques mois, un geste de charité plutôt qu'un héritage légitime, et l'humiliation résidait dans le fait que cette misère était justifiée, noir sur blanc, par son manque d'implication dans la pérennité de l'héritage familial, une formule élégante pour la traiter de parasite. Elle fixait le notaire, Maître Dubois, dont le visage professionnel et imperturbable reflétait la neutralité clinique du droit. Il avait refermé la chemise du testament, avec un claquement sec qui résonna dans la pièce comme un couperet. Hélène se força à ne pas réagir physiquement, à ne laisser aucune fissure apparaître sur son visage. Elle avait appris, au fil des décennies passées sous le joug de Michael, que toute émotion était une faiblesse exploitable. Ses mains, cependant, agrippaient fermement le cuir usé de son sac, où reposait le petit boîtier noir, son unique et ultime défense. Elle ne pleurerait pas. Elle ne supplierait pas. Ce jour N n'était pas celui de sa défaite, mais celui qu'elle avait préparé en secret depuis de longs mois, accumulant non seulement la souffrance mais aussi l'épreuve. Michael, lui, n'attendait qu'une réaction. Ilou était penché en arrière, les mains croisées sur son ventre, arborant ce sourire suffisant qu'elle connaissait depuis leur enfance, le sourire du vainqueur, de l'héritier légitime. Il portait un costume sombre, impeccablement taillé, qui contrastait avec l'usure de sa propre veste, elle qui avait passé les dernières années à travailler dur, loin des feux de la rampe familiale, tandis que Michael ne faisait que gérer l'entreprise que papa avait construite. Il aimait ce rôle de successeur, de pilier de la famille, et il aimait surtout la voir réduite à rien, confirmant son propre jugement infaillible. « C'est donc acté, maître, » dit Michael, sa voix grave se voulant magnanime, mais résonnant d'une satisfaction à peine dissimulée. Il jeta un regard à Hélène, un mélange de pitié feinte et de triomphe brutal. Papa a été clair. Il a toujours su qui avait les épaules pour reprendre les rênes, et qui préférait vivre au crochet des autres. Il ponctua cette dernière phrase d'un haussement des épaules dédaigneux, comme s'il parlait d'une vérité universelle que même Maître Dubois devait reconnaître. L'odeur de vieux papier et de cuir ciré dans le bureau ne parvenait pas à masquer l'amertume qui émanait de Michael. La mère, Anne, était assise à côté de Michael. Son silence était assourdissant. Elle avait les yeux rivés sur ses mains, des mains fines et vieillissantes qui tremblaient légèrement. Anne Yin était pas malveillante, elle était lâche. Elle avait toujours choisi la voie de la moindre résistance, laissant Michael dominer le récit familial et traiter Hélène comme une étrangère, par peur de perturber la façade de paix et de respectabilité que la famille Fournier-S était construite. Le regard fuyant d'Anne était une confirmation silencieuse de la trahison, une acceptation tacite de l'humiliation que sa fille venait de subir, un acte de désengagement qui blessait Hélène presque autant que la cruauté de Michael. Hélène se rappela l'agonie de son père. Paul Fournier, homme d'affaires respecté, avait commencé à décliner rapidement après son 60e anniversaire. Avant que la maladie ne le ravage, il lui avait promis une part équitable, reconnaissant qu'elle, la marginalisée, était la seule à lui rendre visite régulièrement, à l'aider à trier ses papiers et à lui apporter un soutien émotionnel sincère, loin des calculs froids de Michael. Mais dès que son père avait montré des signes de faiblesse cognitive, Michael S. était installé, prenant le contrôle, filtrant les appels et visiblement forçant la réécriture du testament. Ce souvenir, clair comme le jour, renforçait sa détermination et transformait sa douleur en une froide résolution. « Je dois avouer que je ne suis pas surpris, Hélène, » continua Michael, incapable de se taire, savourant son moment. Elle, écho de sa voix résonnait légèrement contre les murs épais du cabinet. « Ta contribution à l'entreprise se résume à 0. Et soyons honnêtes, cette somme symbolique, c'est déjà généreux, vu ton historique. Tu n'as jamais été qu'une bouche à nourrir, une rêveuse sans ambition, toujours à la marge. » Il insista sur le mot. Parasite, sans le prononcer, mais l'intention était si claire qu'elle brûlait l'air de la pièce. Papa, dans sa sagesse, a protégé l'héritage contre l'oisiveté et les mauvaises gestions. Hélène sentit une vague de chaleur monter de sa poitrine.
Non pas la honte, mais une rage froide et mesurée qui avait mûri pendant des mois. Ces mots, parasites, oisiveté, marginalisés, ils étaient l'aile, écho de toute une vie de mépris. Elle se souvenait de ses réussites académiques ignorées, de ses tentatives professionnelles moquées, toujours comparées au succès facile de Michael, qui n'avait fait qu'hériter d'une base solide. L'injustice était pas seulement financière, elle était existentielle, sapant chaque once de son estime de soi jusqu'à ce qu'elle décide de se battre. Michael, intervint Maître Dubois, tentant de rétablir un semblant de dignité dans la procédure, conscient de l'ambiance toxique qui s'installait. Les commentaires personnels ne sont pas nécessaires à la clôture de cet acte. Au contraire, maître, ils sont essentiels, rétorqua Michael avec un geste de la main, balayant l'objection du notaire se posant en juge et bourreau. Ma sœur doit comprendre que la vie n'est pas un conte de fées, et que les responsabilités familiales ne se limitent pas à prendre le thé. Elle s'attendait à quoi? À ce qu'on lui donne les clés de l'entreprise pour qu'elle la coule? Il la regarda droit dans les yeux, ce regard arrogant et cruel qui lui avait fait tant de mal autrefois. Tu ne mérites rien de plus que ce que papa a laissé. Absolument rien. C'est là, dans cet instant précis de l'humiliation maximale, que le déclic se fit. La douleur accumulée pendant 40 ans se cristallisa en une résolution implacable. Hélène avait attendu cet événement public, cette tribune forcée, pour agir. Elle avait besoin que Michael atteigne le sommet de son arrogance pour que sa chute soit d'autant plus retentissante et publique. Elle dégagea lentement ses mains de son sac, ses mouvements précis et calmes, contrastant étrangement avec la ferveur triomphante de son frère. Le silence revint, un silence nerveux, car Hélène, d'ordinaire si effacée, venait de se redresser sur sa chaise. Elle porta sa main à son sac et en sortit une petite boîte noire, pas plus grande qu'un paquet de cigarettes, connectée à un câble discret. Le cuir du sac frotta légèrement contre le tissu de sa robe, le seul bruit dans le silence attentif. « Vous avez raison, Michael, » dit Hélène, sa voix étonnamment stable, presque monocorde. Le son était inhabituel, car elle parlait rarement, préférant laisser les autres remplir l'espace. Ce jour-là, tout a changé. J'ai compris il y a longtemps que ce que vous appeliez sagesse, était en réalité que de la manipulation et de l'avidité. Michael haussa un sourcil, amusé par ce qu'il prenait pour une dernière tentative pathétique de résistance. Ah, la théorie du complot. Tu nous refais le coup de la victime incomprise? Il se tourna vers Maître Dubois avec un sourire moqueur. Maître, vous voyez, c'est typique, l'incapacité à accepter les faits. Il était déjà en train de se moquer, incapable d'imaginer la menace réelle. Hélène ignora son sarcasme, et continua, ses yeux fixés sur le boîtier qu'elle posa délicatement sur la lourde table de chêne du notaire. Elle déplia le câble d'alimentation avec une lenteur calculée, chaque mouvement amplifiant la tension. Le notaire, intrigué et mal à l'aise, observait l'objet. La mère, Anne, leva enfin les yeux, une expression de peur naissant sur son visage, comprenant intuitivement que sa fille s'apprêtait à faire quelque chose d'irréversible, quelque chose qui allait briser la paix qu'elle avait tant chérie. « Vous parlez de l'héritage, Michael » reprit Hélène, son ton élevant légèrement mais conservant sa froideur. « Vous parlez de la volonté de papa, vous parlez de ma prétendue oisiveté. Mais je vais vous montrer ce que papa a vraiment voulu, et ce que vous avez fait pour déformer ses dernières volontés. » Elle prit le petit câble, et le brancha à la prise électrique située sous la table du notaire. L'objet noir, qui était en réalité un projecteur miniature couplé à un système audio haute fidélité, s'alluma avec un petit clic discret. Dans le coin du mur, juste au-dessus de l'aile, épaule de Michael, une zone de lumière blanche apparut soudainement, créant une distraction visuelle violente dans l'ambiance feutrée du cabinet. Michael se retourna, irrité par l'interruption, le visage crispé par l'agacement. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Range ce gadget immédiatement, Hélène. C'est la lecture d'un testament, pas une de tes représentations marginales. » Il essayait de dominer la situation par l'autorité, mais la surprise avait déjà fissuré son assurance, introduisant une note d'incertitude dans sa voix. Hélène, cependant, était déjà en train d'appuyer sur le bouton de lecture. Elle ne s'adressait plus à Michael, mais à la pièce entière. « J'ai gardé cette preuve en secret, Michael. Je savais que vous tenteriez de me piéger, mais j'ai aussi documenté votre manipulation. » Le projecteur afficha une simple image statique. La date et l'heure il y a 6 mois, 2 semaines avant que Paul ne soit trop faible pour communiquer clairement. Puis, le son envahit la pièce. La qualité était brute, mais parfaitement audible, enregistrée par un dictaphone miniature qu'elle avait laissé dans le bureau de son père ce jour-là, pressentant le danger. Était la voix de Paul Fournier, faible, traînante, mais reconnaissable, empreinte de souffrance. Il toussait lourdement. Le son de sa toux, si familier et si douloureux, frappa Anne au cœur. « Paul ? Michael, je t'en prie. » « Non. Hélène doit avoir sa part. Elle s'est occupée de moi. Elle. » Un son de papier froissé, probablement le testament initial qu'il essayait de retenir, puis la voix de Michael, dure et impérieuse, sans la moindre trace de l'affection feinte qu'il affichait en public. « Michael. Arrête ces enfantillages, papa. Hélène ne fera rien de bon avec l'argent. Elle n'a jamais rien réussi. Si tu veux que l'entreprise continue,
c'est MOI qui doit tout avoir. Tu ne vas pas me faire le coup de la culpabilité posthume, si? Signe maintenant, ou je te jure que je retire l'infirmière que j'ai payée. Et qui s'occupera de tes affaires? Hélène? La marginale? Le souffle coupé par l'onde de choc, Michael se figea. Hélène était penché vers Châle, écran, croyant d'abord à une blague. Mais la reconnaissance de sa propre voix, dénuée de toute humanité et pleine de menaces, le frappa de plein fouet. Sa bouche s'ouvrit légèrement, ses yeux écarquillèrent. Il essayait de déglutir, mais sa gorge semblait être soudainement asséchée. Le sang lui monta aux joues, puis se retira, le laissant d'une pâleur cadavérique. Le maître du bois, d'abord interloqué par l'intrusion technologique, écoutait maintenant, avec une attention professionnelle et horrifiée. Il se leva à moitié de sa chaise, son visage passant de la confusion à la stupéfaction. Un notaire, garant de l'authenticité des actes, venait d'entendre la preuve d'une contrainte exercée sur un testateur affaibli. Il comprenait, énormité juridique qui se jouait. Le silence qui s'installa alors fut absolu, épais, un silence qui n'avait rien à voir avec le recueillement, mais tout avec la terreur. La petite boîte noire continuait de cracher la vérité. Paul. Je t'en prie, Michael. Ne me fais pas ça. Je veux juste qu'elle. La voix du père se brisa, étouffée par la toux et l'épuisement, un son qui déchirait le cœur d'Anne, la mère. Michael, avec une violence froide, signe. Maintenant. Ou tu vas te débrouiller seul. Dis-toi que c'est pour le bien de l'entreprise. Hélène est un poids mort. Nous la garderons à distance avec quelques miettes. Mais le vrai pouvoir, c'est moi qui l'aurai. Le son se termina par un silence, suivi d'un petit clic du dictaphone désactivé. Hélène coupa la projection. La lumière blanche disparut, laissant la pièce plongée dans la pénombre morale, où seul écho des mots cruels de Michael subsistait. Michael était pâle, sa chemise semblant collée à sa peau moite. Sa posture triomphante était effondrée. Il ne ressemblait plus à l'homme d'affaires arrogant, mais à un enfant pris la main dans le sac, son visage déformé par l'incrédulité et une panique naissante. Il se tourna vers Hélène, incapable de prononcer un mot, ses yeux injectés de rage et de terreur. « Alors, Michael ?» murmura Hélène, sa voix maintenant basse et remplie d'une autorité nouvelle. Elle se pencha légèrement vers lui. « Qui est le parasite, vraiment? Celui qui a travaillé pour soutenir notre père? Ou celui qui l'a menacé de l'abandonner dans son lit de mort pour s'approprier tout l'héritage ?» Anne, la mère, poussa un petit cri étouffé, portant ses mains à sa bouche. Elle regardait Michael avec une horreur glacée. Elle n'avait pas seulement été passive face à l'humiliation de sa fille. Elle venait d'apprendre étendue de la cruauté de son fils, la nature sordide de sa soif de pouvoir, une vérité qu'elle avait refusé de voir pendant des années. La façade de respectabilité qu'elle avait si précieusement entretenue écroulait en un instant. Maître du bois, professionnel avant tout mais aussi homme, reprit son calme, bien que ses mains aient tremblé en rajustant ses lunettes. Il était face à une situation juridique explosive et inédite dans sa carrière. « Madame Fournier, cet enregistrement ?» « C'est une preuve secrète, maître, » l'interrompit Hélène, ne quittant jamais Michael du regard. « L'enregistrement complet est horodaté et sécurisé. Il prouve sans l'ombre d'un doute que mon père, Paul Fournier, a été contraint de signer ce testament sous la menace et le chantage. Michael a forcé mon père à changer ses dernières volontés. » Michael retrouva enfin l'usage de ses cordes vocales, mais sa voix était un sifflement rauque, à peine audible. « C'est un montage! C'est illégal! Tu n'as pas le droit d'enregistrer! » « Illégal de prouver le chantage et l'abus de faiblesse sur personne vulnérable ?» répondit Hélène, un léger sourire, froid et amer, étirant ses lèvres. « Nous verrons ce que la justice en dira. Mais pour l'instant, toute la famille sait qui vous êtes, Michael. Et Maître Dubois est témoin de cette révélation, le même homme qui a enregistré votre victoire frauduleuse. » Elle se leva lentement. Le mouvement était simple, mais il dégageait une force qu'elle n'avait jamais possédée auparavant. Elle ne se sentait plus petite, ni marginale. Elle se tenait droite, au centre de la pièce, baignée par la faible lumière de l'après-midi. La trahison était sortie de l'ombre pour être exposée à la lumière crue de la vérité. Michael se leva à son tour, brusquement, renversant presque sa chaise dans un fracas qui fit sursauter sa mère. Il était pris au piège, sa domination évaporant à chaque seconde. « Tu vas le regretter, Hélène. Je vais te traîner en justice !» Il tentait de rugir, mais le son était faible, brisé par la panique, le son d'un homme qui réalise que sa vie est sur le point d'être détruite. « Vous n'en avez pas les moyens moraux, Michael, » répliqua Hélène. « Ce que vous avez fait à papa, ce que vous m'avez fait pendant toutes ces années, est exposé. Vos paroles, vos actes de cruauté, ne sont plus invisibles. J'ai supporté des années de mépris silencieux, mais aujourd'hui, j'ai brisé ce silence avec votre propre voix. » Elle se tourna vers sa mère, Anne, qui continuait de pleurer silencieusement, le choc ayant finalement brisé sa passivité. Anne chercha le regard d'Hélène. Un regard implorant, confus, cherchant peut-être une absolution qu'Hélène n'était pas prête à donner. « Maman ?» dit Hélène doucement, mais sans chaleur.
La lumière filtrant à travers les hautes fenêtres du cabinet de Maître Dubois peinait à réchauffer l'atmosphère de marbre froid et d'encre ancienne. Le silence qui avait suivi la lecture de la clause testamentaire N était pas un silence de recueillement, mais le poids lourd et étouffant de l'injustice formalisée. Hélène, assise sur une chaise au dossier rigide, sentait la douleur invisible de toutes ces années remonter. Cette douleur sourde d'être toujours la quantité négligeable, le membre de la famille que l'on tolère, mais que l'on ne reconnaît jamais. Mais ce N était que le prélude. Maître Dubois, dont le visage professionnel ne trahissait aucune émotion face à la nature choquante du document, referma le lourd dossier en cuir et déplaça son regard vers Michael, signifiant que la parole était désormais libre et que la froideur des lois allait laisser place à l'amertume des rancœurs. Michael, le sourire fin et prédateur que Hélène connaissait si bien, se leva. Ses épaules élargirent sous son costume de flanelle coûteux, remplissant l'espace d'une autorité usurpée. Il s'adressa aux quelques membres de la famille présents. Un oncle distant et une tante curieuse, avec une fausse solennité, un ton de voix calibré pour inspirer le respect et l'approbation. Il commença par les louanges d'usage, évoquant la mémoire de Paul, leur père, comme s'il était le seul dépositaire de son héritage moral. Il parla de la vision et de l'intégrité du défunt. Des mots qui sonnaient faux dans cette pièce, où l'intégrité venait d'être publiquement enterrée. Puis, inévitablement, il dériva vers la justification personnelle de l'héritage. Vers l'explication nécessaire, selon lui, de l'exclusion d'Hélène. Une exclusion qu'il avait lui-même orchestrée. Certains pensent peut-être que l'exclusion d'Hélène est dure, commença-t-il, sa voix grave et mesurée, contrastant avec la violence des mots à venir. Il laissa la phrase planer un instant, s'assurant que tous les regards étaient fixés sur sa sœur. Hélène sentait les yeux de la famille la percer, comme des aiguilles, un mélange de pitié embarrassée et de jugement silencieux. Elle ne baissa pas les yeux, fixant la cravate impeccablement nouée de son frère, un point d'ancrage dans la tempête émotionnelle qui commençait à gronder en elle. Mais il faut être réaliste, poursuivit Michael, son ton se durcissant légèrement. Papa était un homme d'affaires. Il récompensait le travail, le sacrifice, le dévouement. Pas la dépendance. Il marqua une pause significative, laissant le mot dépendance résonner dans le silence de l'hall. Étude. Pendant que je me sacrifiais pour l'entreprise, pendant que je prenais des décisions difficiles, que je gérais la crise financière des 5 dernières années, Hélène, elle vivait à la marge. Elle attendait que l'argent tombe du ciel, se contentant de petits emplois qui ne couvraient même pas ses frais. Elle n'a jamais montré la moindre ambition, la moindre volonté de s'intégrer réellement à la structure familiale ou professionnelle que notre père avait bâtie avec tant d'efforts. Hélène sentit une vague de chaleur monter dans sa gorge, un mélange de honte et d'indignation. Les petits boulots, les années passées à s'occuper de Paul, quand Michael était trop occupé pour décrocher le téléphone, les nuits passées à surveiller les moniteurs de l'hôpital, le travail ingrat de coordination des soins qu'elle avait assumé gratuitement, tout cela était effacé par une phrase cynique. Son travail était peut-être pas celui de la haute finance, mais il était vital. Et surtout, il était désintéressé. Michael avait besoin de cette narration, celle de la sœur oisive, pour légitimer sa propre avidité. Son regard se fixa sur Hélène avec un mépris non dissimulé, une arrogance glaciale qui était sa marque de fabrique. Nous devons appeler les choses par leur nom. Elle a toujours été un poids, un parasite, une charge pour notre père. Ces mots, parasite et charge, frappèrent Hélène au plus profond de son être, non pas comme une révélation, mais comme la confirmation publique, la formalisation, de ce qu'elle avait toujours pressenti dans leur regard. Ces années de mépris silencieux, de soupirs exaspérés à ses tentatives d'aider, de plaisanteries acides sur son manque de carrure professionnelle, tout était condensé dans ces 2 termes cruels. La douleur invisible était transformée en une humiliation publique, claire et nette, devant la famille. Ce jour-là, l'injustice a atteint son paroxysme. Elle tourna légèrement la tête vers sa mère, Anne, cherchant désespérément un signe, une lueur de soutien maternel. Anne, assise à côté d'elle, les mains jointes et le dos droit, détourna poliment le regard. Elle hocha légèrement la tête, presque imperceptiblement, mais ce hochement fut un sceau, la validation silencieuse du jugement familial. La mère acceptait tacitement la version de Michael, peut-être par peur de le contredire, peut-être par lassitude, ou peut-être, et c'est ce qui faisait le plus mal à Hélène, parce qu'elle le pensait sincèrement. Hélène sentit alors une rage froide, calculée, monter en elle. Ce était plus une tristesse larmoyante, était une détermination implacable. Elle se souvint de la nuit où elle avait mis en place l'enregistrement. Sachant que Michael manœuvrait Paul, le harcelant dans sa chambre d'hôpital, profitant de sa faiblesse et de sa confusion due aux médicaments. Était il y a 6 mois, une nuit d'automne lugubre. Elle avait glissé un petit enregistreur vocal de haute qualité, acheté en secret, sous le matelas du fauteuil où Michael aimait s'asseoir, juste avant qu'il n'arrive pour sa visite de soutien. Célie était une mesure désespérée, mais elle avait vu la détresse dans les yeux de son père, et elle savait que l'argent était pas le seul enjeu. Célie était l'honneur de Paul, sa volonté réelle, qui était bafouée. Michael,
enhardi par le silence et l'acquiescement général de l'assistance, et par l'apparente résignation d'Hélène, conclut son réquisitoire avec un air de triomphe. Il a finalement pris la décision courageuse de protéger l'héritage familial de ceux qui ne feraient que le dilapider. Ce testament n'est que justice. Il est la preuve que notre père savait distinguer les vrais successeurs, ceux qui ont les épaules pour porter son nom et son œuvre. Il se rassit lourdement, ajustant les plis de son pantalon, convaincu d'avoir remporté la partie sans la moindre résistance. La salle était remplie d'une tension lourde, où l'air semblait trop rare pour respirer, mais personne n'osait contester l'autorité de Michael. L'humiliation était totale, publique et profondément injuste. Était le signal. Hélène attendait ce moment précis, l'apogée de sa propre déchéance publique. Elle ne voulait pas se défendre contre l'accusation de parasite par des mots vides. Elle voulait que la vérité parle d'elle-même, avec une force que Michael ne pourrait jamais étouffer. Elle se leva lentement, ses mouvements mesurés, son visage impassible, contrastant étrangement avec la tempête qui faisait rage en elle. Sa démarche était rigide, mais sa posture, soudain, imposait une présence. Tous les yeux se tournèrent vers elle, surpris par son manque de réaction émotionnelle immédiate. Ils attendaient des larmes, de la fureur, une supplication pathétique. Ils n'eurent qu'une froideur déterminée. Maître Dubois toussa poliment, ne sachant pas si la session était techniquement terminée. Michael, lui, se redressa sur sa chaise, un léger froncement de sourcils témoignant de son irritation face à ce retard imprévu. Hélène s'adressa directement à Michael, sa voix basse mais incroyablement claire, portant l'île, écho de toutes les années où elle avait été faite taire. J'ai une dernière chose à partager avant que nous ne scellions l'héritage de notre père. Une clarification qui s'impose à la lumière de tes propos sur la justice et la vérité. Michael ricana un son sec et méprisant. Hélène, je t'en prie. Garde ta dignité. Ne te lance pas dans un plaidoyer de dernière minute. C'est fait. Le testament est lu. Tu n'as pas réussi à convaincre papa de ton importance de ton vivant, ce n'est pas maintenant que tu vas. Il ne s'agit pas de conviction, Michael, coupa Hélène, son regard perçant. Il s'agit de faits, et de la véritable volonté de Paul Fournier, notre père. Elle se tourna vers Maître Dubois, dont le professionnalisme était mis à rude épreuve par cette tournure inattendue. Maître, avant que vous ne classiez ce dossier, j'aimerais projeter un enregistrement. Il est essentiel pour comprendre les circonstances exactes qui ont mené à la révision de la clause testamentaire il y a 6 mois. Michael se leva d'un bond, son arrogance se fissurant pour laisser place à une panique naissante. C'est inacceptable! Maître Dubois, vous ne pouvez pas permettre cela. C'est une intrusion, c'est privé, c'est certainement une tentative désespérée de diffamation. Maître Dubois, pris entre le protocole et le drame familial, leva la main pour apaiser Michael. Mademoiselle Fournier, quel est l'objet de cet enregistrement? Si cela concerne un différend juridique sur la validité du testament, cela doit passer par une procédure formelle. Il concerne l'intégrité de la volonté de mon père, maître, insista Hélène. Et je pense qu'il est dans l'intérêt de tous les membres de la famille présents de comprendre la vérité, avant de partir d'ici avec la fausse impression que mon père m'a désigné publiquement comme un parasite, par choix éclairé. Le mot parasite, prononcé par Hélène, résonna avec une ironie cinglante, renvoyant l'accusation à l'expéditeur avec une force décuplée. Michael s'avança vers elle, son visage rouge de colère. Tu ne feras rien de tel, Hélène. Tu es ridicule. Assieds-toi, Michael, dit-elle, sa voix se chargeant d'une autorité qu'il ne lui avait jamais connue. Pour la première fois de sa vie, Hélène ne tremblait pas devant lui. Elle avait passé des années à accumuler cette souffrance silencieuse, et maintenant, cette souffrance était son armure. Elle sortit de son sac en bandoulière, un petit projecteur portable, et une enceinte Bluetooth discrète. Le contraste entre l'aile, électronique moderne, et le décor classique et solennel du bureau, boiserie sombre, lourds rideaux de velours, ajoutait à l'atmosphère surréaliste de la scène. Elle brancha rapidement les 2 appareils à son téléphone. Michael essayait d'intervenir. Mais l'oncle et la tante, attirés par la perspective d'un scandale juteux, se penchaient en avant. Curieux, Hélène se dirigea vers le mur le plus proche, une surface blanche et nue, entre 2 bibliothèques regorgeant de volumes juridiques. Elle alluma le projecteur. Une interface simple apparut, montrant un seul fichier nommé « 22 octobre 23h ». Ceci est un enregistrement audio, capturé il y a 6 mois, dans la chambre d'hôpital de notre père, quelques heures seulement avant qu'il ne signe la révision de son testament, expliqua Hélène, s'assurant que l'enceinte était bien positionnée pour que tous puissent entendre, même la mère, Anne, qui commençait à manifester un malaise visible. Michael réalisa l'ampleur du danger. Il se précipita vers le projecteur. « Éteins ça immédiatement, Hélène! C'est illégal! C'est une violation de la vie privée de notre père! » « La vie privée de notre père a été violée par toi, Michael, » répondit Hélène, maintenant une distance entre eux. « Et tu appelles ça de la justice. Je révèle la vérité. Et la vérité n'a jamais été illégale. » Elle appuya sur lecture. Le son qui sortit de l'enceinte était d'abord faible, le murmure d'une pièce d'hôpital, le bruit monotone des machines. Puis, la voix de Michael apparut, étonnamment claire, mais dénuée de la politesse qu'il affichait en public.
Tu comprends, papa? Si Hélène touche à ça, elle va tout liquider en 6 mois. Elle n'a aucune notion de la gestion d'un patrimoine. Il faut la protéger. La mettre à l'abri de ses propres incompétences. La voix de Michael était douce, persuasive, mais sous-tendue par une menace tacite. Puis on entendit la voix de Paul, faible, cassée par la maladie, mais reconnaissable. Mais, Michael, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Hélène a toujours été là. Elle a le droit à sa part. Une onde de choc traversa la petite assemblée. La mère, Anne, plaça une main sur sa bouche, ses yeux écarquillant d'horreur. Maître Dubois se redressa, ses sourcils froncés dans une expression de profond dérangement professionnel. La voix de Michael se fit plus insistante, plus acerbe, le masque de la sollicitude tombant complètement. Être là, elle était là, parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Arrête, papa. Tu es faible. Tu ne vois pas clair. Si tu ne signes pas cette révision, je ne pourrai plus garantir la stabilité de l'entreprise. Je ne pourrai plus m'occuper de tes affaires. Et qui le fera? Hélène? Elle n'a même pas de quoi payer son loyer. Tu veux vraiment que l'entreprise familiale s'écroule? Un silence lourd, angoissant, s'installa dans l'enregistrement. On entendait la respiration sifflante de Paul, luttant contre la pression. Je mène. Je ne veux pas que l'entreprise s'écroule, Michael. Mais c'est injuste pour Hélène. L'injustice, c'est de nous laisser à la merci de son incompétence. C'est le prix à payer pour la pérennité, papa. Signe. Maintenant. Et nous en finissons. Tu pourras te reposer. La voix de Michael était un mélange de chantage affectif et de menaces financières, exploitant sans vergogne la faiblesse physique et mentale de leur père mourant. L'enregistrement se terminait par le faible bruit d'un stylo sur du papier, suivi d'un soupir d'épuisement. Hélène coupa le son. La salle est devenue silencieuse. Un silence total, absolu. Comme si l'air lui-même avait gelé. Ce N était pas le silence de l'ennui ou de la politesse, mais le silence stupéfait et assourdissant de la vérité enfin révélée, de l'horreur nue. L'humiliation publique qu'Hélène venait de subir était retournée, tel un miroir brisé, pour exposer la vraie nature du manipulateur. Michael, le visage d'abord blanc, puis pourpre, tremblait. Il était exposé. Le héros de l'entreprise, le fils dévoué, était nu devant sa famille, révélé comme un prédateur cynique qui avait forcé son père sur son lit de mort, le menaçant de ruiner Lee, œuvre de sa vie s'il ne signait pas l'exclusion de sa propre fille. C'est trop. C'est truqué. C'est un montage grossier, bégaya Michael, sa voix haute et désespérée, une dissonance stridente dans le silence. Hélène, calme, rétorqua. Il y a un horodatage précis, et si Maître Dubois souhaite faire vérifier l'authenticité de l'enregistrement par un expert, je lui fournirai volontiers la source originale. Tu y entendras ta voix, Michael, sans aucune altération, utilisant l'état de faiblesse de notre père pour lui extorquer une signature. Tu as traité mon père de faible, mais tu as été assez lâche pour t'attaquer à lui quand il ne pouvait plus se défendre. Et tu as osé m'appeler un parasite, pour justifier ta malveillance. Anne, la mère, se leva brusquement, ses mains couvrant toujours sa bouche. Son visage était ravagé par la honte et la réalisation tardive. Elle n'avait pas soutenu Michael par conviction, mais par passivité. Maintenant, la vérité la frappait de plein fouet. Elle avait laissé son fils aîné humilier sa fille cadette, pour un mensonge qu'il avait lui-même créé. « Michael » murmura Anne, sa voix pleine d'une douleur profonde. « Comment? Oi. Comment as-tu pu faire ça à ton père? Et à ta sœur? » Michael ne regarda pas sa mère. Son regard était uniquement fixé sur Hélène, plein d'une haine brûlante, la haine de celui dont le pouvoir est anéanti. Maître Dubois, qui avait assisté à des lectures de testament houleuses, n'avait jamais été témoin d'une telle démolition en direct. Il se racla la gorge, son rôle professionnel reprenant le dessus, même face au chaos émotionnel. Monsieur Fournier, étant donné cet enregistrement, la validité de la dernière modification testamentaire est fortement remise en question. L'enregistrement suggère une coercition, ce qui rendrait cette clause nulle et non avenue. Mademoiselle Fournier, vous détenez une preuve essentielle qui, si elle est jugée authentique, rétablirait les volontés testamentaires antérieures de votre père. La reconnaissance de Maître Dubois était la première victoire formelle d'Hélène. Ce jour-là, tout a changé. Michael, vaincu, s'effondra sur sa chaise, le visage entre les mains. L'oncle et la tante, les témoins involontaires de cette tragédie grecque moderne, échangeaient des regards horrifiés et fascinés. Hélène regarda son frère, non pas avec vengeance, mais avec la satisfaction froide et amère de celui qui a été libéré d'un poids trop lourd. Pendant des années, elle avait porté le silence, le fardeau des mensonges de Michael, laissant son propre mérite être éclipsé par son arrogance. Elle avait été l'âme oubliée de la famille. Tu as volé le repos de notre père en le forçant à te donner ce qu'il ne voulait pas te donner seul, dit Hélène, sa voix retrouvée, ferme et puissante. Et tu m'as humilié en public, me traitant de parasite, alors que tu n'as été rien d'autre qu'un profiteur qui s'est attaqué à un homme malade. Le vrai poids dans cette famille, Michael, c'est la charge de ta malhonnêteté.
Elle rangea calmement le petit projecteur et l'enceinte, ses gestes précis et non précipités, savourant le silence lourd qui enveloppait encore la pièce. Elle n'avait pas besoin de crier, ni de pleurer. Le son de la voix de Michael, enregistré, chuchotant ses menaces, était l'arme la plus dévastatrice qu'elle pouvait brandir. Anne s'approcha d'Hélène, les larmes coulant enfin sur ses joues ridées, mais Hélène ne chercha pas immédiatement le réconfort. Elle avait besoin d'abord de cette distance, de ce moment de reconnaissance personnelle. « Hélène, je suis là, je suis tellement désolée, balbutia Anne. Je n'aurais jamais dû écouter Michael. Je n'aurais jamais dû te laisser seule face à son jugement. Pardonne-moi, mon enfant. » Pour Hélène, ces excuses tardives n'effaçaient pas des années de complicité passive. Mais elles marquaient un début. Sa mère venait enfin de reconnaître son existence, sa valeur, au moment où la vérité éclatait. Hélène hocha la tête, un geste sobre. « Nous parlerons plus tard, maman. » Elle se tourna une dernière fois vers Michael, qui restait prostré, sa carrière morale et potentiellement financière démolie devant les témoins. Il était vaincu, exposé, et désormais, il était le véritable paria de l'histoire. Ce jour-là, j'ai enfin repris ma voix. J'ai prouvé, non seulement à ma famille, mais à moi-même, que les années de travail invisible et les épreuves silencieuses n'avaient pas été vaines. J'avais gardé la preuve en secret, je l'avais révélée au moment critique, et la vérité avait éclaté comme un coup de tonnerre. Le silence qui avait suivi l'exposition de mon frère fut le moment le plus puissant de ma vie. N était plus la quantité négligeable, la sœur oisive. J était Hélène Fournier, et j'avais obtenu justice. Et cette justice était plus précieuse que n'importe quel héritage. Maître Dubois se préparait déjà à entamer la procédure de contestation, et la voix d'Hélène, après avoir été muselée par des années de mépris, ne ferait plus jamais de silence. Elle était libérée. La justice, bien qu'amère, avait un goût de liberté retrouvé. Michael pourrait posséder tous les biens du monde. Mais il ne retrouverait jamais l'estime ni l'autorité qu'il avait perdue dans cette petite salle d'études, devant le son implacable de sa propre malhonnêteté enregistrée. Hélène, elle, partait avec sa dignité intacte, et un avenir où elle ne serait plus jamais réduite au silence. Membre de la famille que l'on tolère, mais que l'on n'honore jamais. Elle se rappela l'odeur du cirage cher des chaussures de Michael qui contrastait avec l'odeur terreuse des vêtements qu'elle portait après avoir passé des journées à organiser les archives poussiéreuses du grenier pour son père, un travail que Michael n'aurait jamais daigné toucher et qu'il avait pourtant dénigré comme étant une simple occupation de femme au foyer. Ses poings étaient serrés sous la table, le bois froid du meuble de Maître Dubois s'enfonçant dans sa paume, mais Hélène ne bougeait pas. Elle attendait. Maître Dubois, un homme aux tempes grises et à la voix monocorde, qui avait lu la dernière volonté du défunt Paul Fournier avec une neutralité chirurgicale, referma le lourd dossier en cuir brun. Le claquement sourd, bien que discret, résonna dans le silence de la salle d'attente transformée en salle de conseil. Il y avait là Anne, la mère, assise à côté d'Hélène, le visage figé dans une expression de tristesse ambiguë, teintée de soulagement que le conflit attendu soit enfin officialisé. Quelques tantes et oncles, des témoins nécessaires à la solennité de l'événement, étaient également présents, observant le drame familial avec une curiosité mêlée de malaise. Leur regard fuyait celui d'Hélène, comme si la pauvreté morale qu'on lui imputait était contagieuse. C'est alors que Michael s'est levé. Il ne s'est pas levé comme on se lève pour étirer ses jambes ou quitter une pièce. Il s'est levé comme un monarque qui monte sur son trône, drapé dans un costume de laine sombre taillé sur mesure qui criait la réussite facile et l'assurance démesurée. Son mouvement était calculé, ses épaules larges se redressant pour dominer la pièce. Le bruit de sa chaise raclant légèrement le parquet de chêne poli fut le premier véritable son hostile de l'après-midi. Michael se tourna vers l'assemblée avec une solennité forcée, une expression de piété filiale qu'Hélène savait fausse poser sur son visage aux traits acérés. « Je sais que la lecture de cette clause a pu surprendre certains d'entre vous, » commença Michael, sa voix grave et posée, adoptant le ton d'un administrateur qui doit expliquer une décision difficile mais nécessaire à des actionnaires réticents. Il parlait en s'adressant davantage aux oncles, et tant de ceux qui détenaient une parcelle du respect social que Michael convoitait qu'à Hélène elle-même. Mais nous devons honorer la mémoire de papa, non pas avec des larmes sentimentales, mais avec la reconnaissance de ses valeurs. Paul Fournier était un homme d'affaires. Il était un bâtisseur. Il récompensait l'effort, la prise de risque, et le dévouement absolu à l'entreprise qu'il a mise sur pied. Michael fit une pause dramatique, balayant la pièce du regard, s'assurant que tous les yeux étaient rivés sur lui, sur le successeur légitime. Puis, il laissa son regard se fixer sur Hélène, qui maintenait son propre regard, calme et perçant, sur lui. Ce N était plus le regard de la petite sœur écrasée, mais celui d'un observateur attentif. Pendant des décennies, continua Michael, sa voix se durcissant légèrement, j'ai sacrifié ma vie personnelle pour assurer la croissance et la pérennité de ce groupe. J'ai été à ses côtés, jour et nuit, prenant des décisions difficiles, affrontant les tempêtes financières. Mon dévouement a été sans faille. Il a été visible. Il insista lourdement sur le mot « visible », un couteau acéré dans le ventre d'Hélène, dont le travail s'occupait de leur père durant ces derniers mois,
gérer ses affaires personnelles, le soutenir émotionnellement avait toujours été invisible, relégué au domaine du domestique et de l'insignifiant. Il faut être honnête, même si l'honnêteté est parfois douloureuse. Papa savait distinguer entre l'engagement et la dépendance, entre ceux qui bâtissent et ceux qui attendent que le fruit de ce labeur leur soit servi sur un plateau d'argent. Le mot tant redouté, tant anticipé dans le silence de la famille, fut alors prononcé, chargé de tout le mépris accumulé de Michael envers sa cadette. Nous devons appeler les choses par leur nom. Hélène a toujours vécu à la marge, attendant que l'argent tombe du ciel. Elle a toujours été un poids pour notre famille, une charge morale et financière pour notre père. Elle n'a jamais su créer de la valeur. À travers ses choix de vie, à travers son oisiveté déguisée en indépendance mal assumée, elle a prouvé qu'elle était, aux yeux de notre père, un parasite. Le mot résonna, froid, métallique. Parasite. Il frappa Hélène non pas comme un choc inattendu, mais comme la confirmation finale et publique de l'injustice qu'elle portait en elle depuis l'enfance. Était l'EUL, étiquette qu'on lui avait collée depuis qu'elle avait choisi une carrière moins lucrative mais plus épanouissante que la finance, depuis qu'elle n'avait pas souhaité se fondre dans le moule étouffant de l'entreprise familiale. Hélène sentit une vague de chaleur monter de son plexus solaire jusqu'à là, à son cou. Non pas la honte, mais une rage froide et purificatrice. À côté d'elle, Anne, la mère, baissa les yeux et hocha très légèrement la tête. Ce micro-mouvement, ce saut tacite, fut presque plus douloureux que les paroles de Michael. Était la validation du jugement par celle qui aurait dû être sa protectrice. Anne avait toujours choisi la paix familiale illusoire plutôt que la vérité, préférant l'image de la famille unie que Michael s'efforçait de projeter, même si cela signifiait le sacrifice moral de sa propre fille. Hélène, dans son silence, revivait la scène qu'elle avait anticipée et préparée. La douleur invisible saxe était transformée en une détermination d'acier. Elle se rappela la nuit il y a 6 mois, lorsque Paul était déjà très affaibli par la maladie, mais encore lucide, assis dans son grand fauteuil en cuir près de la cheminée. Michael était venu pour la guettrer et la discussion finale, concernant le testament. Hélène, sachant la pression insoutenable que son frère exerçait sur leur père, pour qu'il modifie les dispositions initiales, celle qui partageait équitablement l'héritage avait agi. Elle avait dissimulé son petit enregistreur numérique, aussi mince qu'une carte de crédit, derrière une pile de livres anciens sur la table basse, s'assurant que le micro capterait les voix distinctement à travers le silence feutré de la bibliothèque. Elle avait senti la peur, une peur glaciale de la découverte, car si Michael avait trouvé l'appareil, elle aurait été bannie définitivement et sans recours. Mais la peur avait été dépassée par la certitude que si elle ne faisait rien, l'injustice régnerait. Elle avait agi par instinct de survie, mais aussi par un amour amer pour son père, qui était clairement en détresse, déchiré entre son désir de justice et la manipulation incessante de son fils aîné. La mémoire de cette nuit était une encre dans la tempête des mots de Michael. Elle entendait encore, dans son esprit, les plaintes faibles de Paul, les sifflements impatients de Michael. « J'ai la preuve, j'ai la vérité », se répéta Hélène, une litanie silencieuse. Cette preuve haine était pas un outil de vengeance, mais le seul moyen de rétablir la dignité qu'on lui retirait depuis des années. Michael, enhardi par le silence général, prenant l'absence de contestation pour un assentiment total, se rapprocha de la conclusion. Il avait joué le rôle du martyr, de l'héritier responsable. Ce testament n'est que justice, martela-t-il, laissant traîner le justice, comme s'il était le dépositaire de la morale familiale. Il est la preuve que notre père, même dans ses derniers moments, savait distinguer les vrais successeurs de ceux qui ne feraient que profiter. Il a protégé l'île, œuvre de sa vie. Il adressa un clin d'œil à l'un des oncles, cherchant une validation ouverte. L'oncle, mal à l'aise, répondit par un hochement de tête trop rapide. La salle était remplie d'une tension si lourde qu'elle rendait l'air difficile à respirer. Le parfum discret et cher de Michael flottait au-dessus de l'odeur d'encre et de cire. L'humiliation d'Hélène était totale, publique et profondément injuste. Elle avait été déshabillée moralement devant sa famille. Était le signal. Le moment critique. Hélène sentit une force inhabituelle, une calme froideur, s'emparer d'elle. Hélène était plus la petite sœur silencieuse. Elle se redressa sur sa chaise, le bois rigide grinça sous son poids. Le son, bien que minime, attira tous les regards. Elle avait passé tout l'après-midi à faire profil bas, à absorber les coups. Maintenant elle allait frapper. Elle se leva lentement, d'un mouvement délibéré et mesuré, forçant Michael à lever légèrement la tête pour la regarder, interrompant son moment de triomphe. Elle ne se pressait pas. Elle laissa le temps au silence de revenir. Un silence qui était plus celui de l'acquiescement, mais celui de l'anticipation nerveuse. Sa robe sombre, simple et sans prétention, contrastait avec l'éclat de Michael, accentuant l'image du contraste qu'il avait lui-même dressé. Le riche contre le parasite. Son visage était impassible, dénué de toute émotion visible. Pas de larmes, pas de tremblement.
était ce calme olympien qui déconcerta Michael le plus. Il s'attendait à des pleurs, à de la rage, à des suppliques, pas à ce mur de sérénité. Hélène prit une inspiration profonde, l'air froid emplissant ses poumons. Elle savait que les mots qui allaient suivre ne pouvaient souffrir d'aucune hésitation. Elle parla d'une voix basse, mais d'une clarté parfaite, portant sur chaque syllabe le poids de son silence passé. Elle s'adressa directement à Michael, ignorant le notaire et les autres témoins. « Michael, commença-t-elle, son prénom sonnant presque étrangement dans l'atmosphère tendue. Tu as beaucoup parlé de justice et de la vérité que papa cherchait à établir. Tu as insisté sur la distinction entre ceux qui méritent et ceux qui profitent. » Michael, surpris par son intervention, fronça les sourcils. « Hélène, il n'y a rien à ajouter. Le testament est clair. Tu as eu ta chance de t'exprimer durant la lecture du maître du bois. C'est fini. » Il tenta de la renvoyer à son statut d'objet passif. « Non, Michael, » répondit Hélène. Son ton ne se haussant pas d'un demi-ton, mais gagnant en intensité. « Ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini tant que la vérité n'est pas complète. » Elle fit un pas léger en avant, sortant de l'ombre de sa chaise. « J'ai une dernière chose à partager avant que nous ne scellions l'héritage de notre père. Une clarification qui s'impose à la lumière de tes propos sur la gare, justice et sa gare, la vérité. Une clarification nécessaire pour que tout le monde ici comprenne exactement les circonstances dans lesquelles ce testament a été modifié. » Michael sentit un frisson courir le long de son échine. Il y avait quelque chose dans le regard d'Hélène qu'il n'avait jamais vu, une assurance glaciale qui signalait une menace réelle. Il essaya de reprendre le contrôle immédiatement. « De quelle clarification parles-tu ? Tu contestes les dernières volontés de papa ? C'est pathétique, Hélène. Tu es en train de t'humilier encore davantage. » Il employa le mot « humilier » comme une arme finale, espérant la faire reculer. Hélène sourit, un sourire mince et terrible. « Pas de contestation, Michael. Seulement un enregistrement. Un document sonore qui rétablit la chronologie et les pressions exercées. » Le mot « enregistrement » frappa la salle comme un coup de tonnerre. Les visages des oncles et tantes se tournèrent vers elle, leurs yeux élargis par la stupéfaction. Maître Dubois se redressa sur sa chaise, l'air visiblement alarmé. Anne, la mère, porta instinctivement sa main à sa bouche, ses yeux implorant Hélène de se taire, de préserver l'apparence. Hélène ignora le désordre émotionnel qu'elle venait de provoquer. Son attention était uniquement fixée sur Michael, dont le teint, quelques secondes auparavant confiant et rosé, commençait à virer à un gris cendreux. « Tu n'as rien du tout, Hélène, » siffla Michael, sa voix trahissant une nervosité soudaine. Il se pencha vers elle, essayant d'intimider, mais il était trop tard. La graine du doute était plantée. « Tu essayes de salir la mémoire de papa avec des mensonges grotesques, pour mendier un peu d'argent. Cesse immédiatement cette mascarade. » « Il n'y a pas de mensonges, seulement des faits, » répliqua Hélène, sortant son téléphone portable de la pochette intérieure de sa veste. Elle tenait l'appareil avec une solennité presque religieuse. Ce petit rectangle de verre et de métal contenait des mois de souffrance silencieuse et la clé de sa rédemption. Elle fit glisser son doigt sur l'aile « écran » et se dirigea vers le coin de la pièce où se trouvait un petit vidéoprojecteur habituellement utilisé par Maître Dubois pour présenter des bilans complexes. Le notaire, sidéré, ne réagit pas assez vite pour l'arrêter. Hélène connecta son téléphone au projecteur via un petit adaptateur qu'elle avait préparé à l'avance. Le projecteur bourdonna doucement avant d'envoyer un faisceau de lumière bleutée sur le mur de marbre pâle. « Tu as dit que papa a pris une même décision courageuse, pour protéger l'héritage, » continua Hélène, sa voix élevant légèrement pour porter au-dessus du bruit du projecteur. « Nous allons découvrir ensemble, Michael, à quel point cette décision était courageuse. Et à quel point elle était libre. » Michael élança vers elle. « Arrête ça !» Le notaire, enfin tiré de sa stupeur, tenta également d'intervenir, un geste faible et tardif. « Mademoiselle Fournier, vous ne pouvez pas introduire des éléments non vérifiés dans cette enceinte ?» Mais Hélène avait déjà lancé l'enregistrement audio. Elle avait pris le contrôle. Le son envahit la pièce. Ce N était pas un son clair et net de studio, mais le son légèrement étouffé, capté à distance, d'une conversation nocturne, avec le crépitement d'un feu de cheminée en arrière-plan. La première voix que l'on entendit était celle de Paul Fournier, le père, vieille et fatiguée, mais distincte. « Michael, je t'en prie, je ne peux pas faire ça. Hélène a toujours été là pour moi. L'héritage doit être partagé équitablement, comme nous l'avions prévu il y a 10 ans. » Hélène regarda Michael. Son visage était une mosaïque de panique, de rage et de trahison. Il comprit immédiatement ce qui se passait. L'air se figea. Puis, la voix de Michael, la sienne, celle qu'il venait d'entendre prononcer des paroles solennelles de chère justice, remplit l'espace. Mais cette voix-là était différente. Elle était dure, menaçante et dépourvue de toute affection filiale. « Tu dois le faire, papa. Pour l'entreprise. Tu ne peux pas laisser Hélène dilapider la moitié de la fortune avec ses projets d'artistes inutiles. Réfléchis! Si tu ne changes pas le testament maintenant,
Je démissionne demain. Je vends mes parts et je laisse l'entreprise s'effondrer. Tu ne me laisses pas le choix. Tu ne veux pas que ton œuvre écroule juste après ta mort, n'est-ce pas? Le silence qui s'ensuivit dans la salle de Maître Dubois était assourdissant. Il était si dense qu'il semblait absorber toute la lumière. Les oncles et tantes se penchèrent en avant, horrifiés, essayant de décoder l'horreur qu'ils venaient d'entendre. Anne, la mère, laissa échapper un petit son étouffé, réalisant que le prix de sa paix était âme de son mari. Hélène laissa l'enregistrement continuer, chaque mot de la voix de Michael étant un clou enfoncé dans le cercueil de sa réputation. On entendit la réponse faible de Paul, pleine de chagrin et de capitulation. Michael, c'est du chantage. Je ne peux pas. Et Michael, implacable, le manipulateur exposé, répliqua sans aucune pitié. Appelle ça comme tu veux, papa, mais si tu ne protèges pas l'héritage, je le détruirai moi-même. Hélène est un parasite. Elle n'a rien à faire ici. Signe, ou je pars, maintenant. Puis, un long silence sur l'enregistrement, brisé seulement par un soupir tremblant. D'accord, Michael. Fais ce que tu veux, mais je veux que tu saches que tu as brisé mon cœur. Hélène arrêta l'enregistrement. Le silence total revint, mais cette fois, était un silence de choc, d'horreur et de révélation. Michael était pétrifié. Était plus le PDG arrogant en costume de luxe, mais un homme dont le masque venait d'être arraché devant tous les témoins de son autorité. Son visage était blanc, sa bouche ouverte essayant de former une négation qui ne venait pas. Il savait que l'authenticité de l'enregistrement était irréfutable. Les oncles et tantes ne regardaient plus Hélène comme un parasite. Leurs regards étaient déplacés vers Michael, chargés d'un mépris glacé et d'un dégoût profond. Leurs murmures, auparavant craintifs, devinrent audibles, des chuchotements d'indignation. Du chantage? Il a forcé son propre père. Anne Fournier se leva d'un bond, son visage enfin dévasté par une émotion sincère, la honte. Michael! T'as fait ça? Michael se tourna vers Hélène, son expression se transformant en une fureur pure, animale. Il fit un pas menaçant. Tu nous as enregistrés? Tu as trahi ton propre père! Hélène ne recula pas, bien au contraire. Elle tint son téléphone comme une arme de justice, son corps rayonnant de la force que lui donnait la vérité enfin libérée. Elle avait attendu ce moment, cette confrontation, cette inversion de pouvoir, pendant des années. Qui est le traître ici, Michael? Demanda Hélène, sa voix maintenant forte, ferme. Tu viens de me traiter de parasite devant toute la famille. Tu as justifié mon exclusion par mon manque de valeur NRI, et mon oisiveté. Mais la vérité, Michael, la vérité que papa a voulu partager avant que tu ne le réduises au silence, c'est que tu ne pouvais pas accepter le partage. Tu n'as pas protégé l'héritage, tu l'as volé par la menace. Maître Dubois, réalisant l'ampleur légale et morale de la situation, tapa du poing sur la table, récupérant un semblant de professionnalisme. Monsieur Fournier, cet enregistrement audio change fondamentalement la validité de la modification testamentaire. C'est une preuve de contrainte morale et de chantage, passible de sanctions légales et civiles. Nous devons l'examiner immédiatement. Michael ignora le notaire. Il ne voyait qu'Hélène, le catalyseur de sa ruine. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je m'en tire déjà très bien, rétorqua Hélène, la satisfaction immense et cathartique de ce jour inondant chaque fibre de son être. Pendant des années tu m'as fait croire que était moins que rien. Tu as réduit mon travail à néant. Tu m'as privé de ma voix dans cette famille. Mais ce jour-là, Michael, le jour où j'ai mis cet enregistrement en place, j'ai repris le contrôle de mon histoire. J'ai protégé la mémoire de papa contre ta version déformée de la justice. Elle regarda les visages stupéfaits de l'assistance, du notaire aux tantes, et enfin à sa mère, dont les larmes de honte coulaient enfin. La vérité, une vérité gardée secrète et lourde, avait explosé au grand jour. La figure de Michael, l'héritier légitime et irréprochable, s'effondra devant eux. L'arrogance avait fait place à une peur abjecte. Le silence de la salle devint le bruit de sa chute. Hélène sentit énorme poids de l'injustice se soulever de ses épaules. Elle était plus le parasite, mais celle qui avait rétabli l'honneur de leur père. Elle était enfin libre, enfin entendue. Ce jour-là, tout avait changé. Le silence qu'elle avait enduré pendant des années était transformé en une arme capable de démolir son agresseur devant tous. Le goût de la victoire n'était pas sucré, mais d'une amertume froide et justifiée. Elle avait repris sa voix, et plus jamais Michael ne pourrait la faire taire. Le chemin vers la reconnaissance légale s'annonçait long, mais la bataille morale était déjà gagnée. 27 245 caractères. La lumière filtrant à travers les hautes fenêtres du cabinet de Maître Dubois peinait à réchauffer l'atmosphère de marbre froid et d'encre ancienne. Le silence qui avait suivi la lecture de la clause testamentaire n'était pas un silence de recueillement, mais le poids lourd et étouffant de l'injustice formalisée.
Hélène, assise sur une chaise au dossier rigide, sentait la douleur invisible de toutes ces années remonter, cette douleur sourde d'être toujours la quantité négligeable, le membre de la famille que l'on tolère, mais que l'on n'honore jamais. Elle se rappela l'odeur du cirage cher des chaussures de Michael, qui contrastait avec l'odeur terreuse des vêtements qu'elle portait, après avoir passé des journées à organiser les archives poussiéreuses du grenier pour son père, un travail que Michael n'aurait jamais daigné toucher, et qu'il avait pourtant dénigré comme étant une simple occupation de femme au foyer. Ses poings étaient serrés sous la table, le bois froid du meuble de Maître Dubois s'enfonçant dans sa paume, mais Hélène ne bougeait pas. Elle attendait. Le cabinet sentait le cuir ancien et l'encaustique, un parfum de vieille richesse qui lui rappelait l'environnement feutré et hypocrite dans lequel elle avait grandi, où les apparences valaient 1000 fois plus que la vérité vécue. Maître Dubois, un homme aux tempes grises et à la voix monocorde, qui avait lu la dernière volonté du défunt Paul Fournier avec une neutralité chirurgicale, referma le lourd dossier en cuir brun. Le claquement sourd, bien que discret, résonna dans le silence de la salle d'attente transformée en salle de conseil. Il y avait là Anne, la mère, assise à côté d'Hélène, le visage figé dans une expression de tristesse ambiguë, teintée de soulagement que le conflit attendu soit enfin officialisé. Elle évitait le regard de sa fille, préférant se concentrer sur les motifs du tapis persan, comme si la beauté complexe du tissage pouvait masquer la laideur simple de la situation. Quelques tantes et oncles, des témoins nécessaires à la solennité de l'événement, étaient également présents, observant le drame familial avec une curiosité mêlée de malaise. Leur regard fuyait celui d'Hélène, comme si la pauvreté morale qu'on lui imputait, cette étiquette de Renée, mauvaise fille, qu'elle portait depuis l'adolescence, était soudainement devenue visible et contagieuse. C'est alors que Michael s'est levé. Il ne s'est pas levé comme on se lève pour étirer ses jambes ou quitter une pièce. Il s'est levé comme un monarque qui monte sur son trône, drapé dans un costume de laine sombre taillé sur mesure qui criait la réussite facile et l'assurance démesurée. Le tissu coûteux frôlant bruyamment le dossier de la chaise. Son mouvement était calculé, ses épaules larges se redressant pour dominer la pièce. Le bruit de sa chaise raclant légèrement le parquet de chêne poli fut le premier véritable son hostile de l'après-midi. Michael se tourna vers l'assemblée avec une solennité forcée, une expression de piété filiale qu'Hélène savait fausse poser sur son visage aux traits acérés, ses yeux brillants d'une avidité à peine masquée par le deuil. « Je sais que la lecture de cette clause a pu surprendre certains d'entre vous, » commença Michael, sa voix grave et posée, adoptant le ton d'un administrateur qui doit expliquer une décision difficile mais nécessaire à des actionnaires réticents. Il parlait en s'adressant davantage aux oncles, et tant de ceux qui détenaient une parcelle du respect social que Michael convoitait, à Hélène elle-même. Son mépris pour elle était si grand qu'elle était même pas digne d'une adresse directe. Mais nous devons honorer la mémoire de papa non pas avec des larmes sentimentales, mais avec la reconnaissance de ses valeurs. Paul Fournier était un homme d'affaires. Il était un bâtisseur. Il récompensait l'effort, la prise de risque, et le dévouement absolu à l'entreprise qu'il a mise sur pied, une entreprise qui est sa véritable postérité. Michael fit une pause dramatique, balayant la pièce du regard, s'assurant que tous les yeux étaient rivés sur lui, sur le successeur légitime. Il portait la montre en or de leur père, un détail symbolique qui soulignait sa prise de possession. Puis, il laissa son regard se fixer sur Hélène, qui maintenait son propre regard, calme et perçant, sur lui. Ce était plus le regard de la petite sœur écrasée, mais celui d'un observateur attentif, d'une personne qui note méticuleusement chaque faute, chaque excès. Pendant des décennies, continua Michael, sa voix se durcissant légèrement, j'ai sacrifié ma vie personnelle pour assurer la croissance et la pérennité de ce groupe. J'ai été à ses côtés, jour et nuit, prenant des décisions difficiles, affrontant les tempêtes financières, voyageant sans relâche. Mon dévouement a été sans faille. Il a été visible et quantifiable dans les bilans. Il insista lourdement sur le mot « visible », un couteau acéré dans le ventre d'Hélène, dont le travail s'occupait de leur père durant ces derniers mois, gérer ses affaires personnelles, le soutenir émotionnellement pendant sa maladie, un investissement de temps et d'énergie qu'il avait épuisé avait toujours été invisible, relégué au domaine du domestique et de l'insignifiant. Elle revoyait les nuits passées au chevet de Paul, le bruit régulier de la machine respiratoire, les conversations intimes et fragiles qu'ils partageaient, tandis que Michael envoyait des textos depuis son bureau, s'enquérant brièvement de la santé de leur père, avant de se replonger dans ses chiffres. Il faut être honnête. Même si l'honnêteté est parfois douloureuse, surtout pour ceux qui ne veulent pas l'entendre. Papa savait distinguer entre l'engagement et la dépendance. Entre ceux qui bâtissent et ceux qui attendent que le fruit de ce labeur leur soit servi sur un plateau d'argent, sans jamais avoir contribué à la récolte. Le mot tant redouté, tant anticipé dans le silence de la famille, fut alors prononcé, chargé de tout le mépris accumulé de Michael envers sa cadette. Sa lèvre supérieure se retroussa légèrement en un rictus de dégoût calculé. Nous devons appeler les choses par leur nom. Hélène a toujours vécu à la marge, refusant de s'investir sérieusement, attendant que l'argent tombe du ciel. Elle a toujours été un poids pour notre famille, une charge morale et financière pour notre père, qui devait régulièrement compenser ses échecs professionnels et ses choix peu judicieux. Elle n'a jamais su créer de la valeur réelle.
À travers ses choix de vie, à travers son oisiveté déguisée en indépendance mal assumée, elle a prouvé qu'elle était, aux yeux de notre père, un parasite. Le mot résonna, froid, métallique. Parasite. Il frappa Hélène, non pas comme un choc inattendu, mais comme la confirmation finale et publique de l'injustice qu'elle portait en elle depuis l'enfance. C était Toul, étiquette qu'on lui avait collée depuis qu'elle avait choisi une carrière moins lucrative mais plus épanouissante dans la conservation du patrimoine, depuis qu'elle n'avait pas souhaité se fondre dans le moule étouffant de l'entreprise familiale, où la valeur d'un être humain était uniquement mesurée par son chiffre d'affaires. Hélène sentit une vague de chaleur monter de son plexus solaire jusqu'à son cou, non pas la honte qu'il cherchait à lui infliger, mais une rage froide et purificatrice, une conscience aiguë que le temps de la souffrance silencieuse était révolu. À côté d'elle, Anne, la mère, baissa les yeux et hocha très légèrement la tête. Ce micro-mouvement, ce saut tacite de l'acquiescement, fut presque plus douloureux que les paroles de Michael. C était la validation du jugement par celle qui aurait dû être sa protectrice, celle qui connaissait la vérité sur les sacrifices d'Hélène. Mais Anne avait toujours choisi la paix familiale illusoire, préférant l'image de la famille unie que Michael s'efforçait de projeter, même si cela signifiait le sacrifice moral de sa propre fille. Le prix de cette paix était le silence et la complicité. Hélène, dans son silence, revivait la scène qu'elle avait anticipée et préparée avec une précision chirurgicale. La douleur invisible cirait, était transformée en une détermination d'acier. Elle se rappela la nuit, il y a 6 mois, lorsque Paul était déjà très affaibli par la maladie, les dernières modifications testamentaires en cours de discussion. Il faisait froid dans la vieille bibliothèque. Michael était venu pour la discussion finale, concernant le testament, armé de ses bilans et de ses menaces voilées. Hélène, sachant la pression insoutenable que son frère exerçait sur leur père, pour qu'il modifie les dispositions initiales, celles qui partageaient équitablement l'héritage, car Paul, malgré sa nature d'homme d'affaires, avait toujours voulu que ses enfants soient traités de manière égale, avait agi. Elle avait dissimulé son petit enregistreur numérique, aussi mince qu'une carte de crédit, derrière une pile de livres anciens sur la table basse, s'assurant que le micro capterait les voix distinctement à travers le silence feutré de la bibliothèque, juste avant que Michael n'arrive. Elle avait senti la peur, une peur glaciale de la découverte, car si Michael avait trouvé l'appareil, elle aurait été bannie définitivement et sans recours, accusée de paranoïa et de malveillance. Mais la peur avait été dépassée par la certitude que si elle ne faisait rien, l'injustice régnerait, et la volonté de son père serait pervertie. Elle avait agi par instinct de survie, mais aussi par un amour amer pour son père, qui était clairement en détresse, déchiré entre son désir de justice et la manipulation incessante de son fils aîné. La culpabilité d'avoir écouté cette conversation était écrasante, mais la nécessité de la preuve était vitale. La mémoire de cette nuit était une encre dans la tempête des mots de Michael. Elle entendait encore, dans son esprit, les plaintes faibles de Paul, les sifflements impatients de Michael. « J'ai la preuve, j'ai la vérité », se répéta Hélène, une litanie silencieuse, le seul secret qu'elle ait jamais gardé contre son frère. Cette preuve, haine, n'était pas un outil de vengeance personnelle, mais le seul moyen de rétablir la dignité qu'on lui retirait depuis des années, de prouver qu'elle haine, n'était pas l'oisive, mais la victime d'un vol prémédité. Michael, enhardi par le silence général, prenant l'absence de contestation pour un assentiment total, se rapprocha de la conclusion. Il avait joué le rôle du martyr, de l'héritier responsable. Il avait réussi à transformer un acte de cupidité en une obligation morale. Ce testament n'est que justice, martela-t-il, laissant traîner le projet justice, comme s'il était le dépositaire de la morale familiale, le gardien de la flamme. Il est la preuve que notre père, même dans ses derniers moments, savait distinguer les vrais successeurs de ceux qui ne feraient que profiter. Il a protégé l'aile, œuvre de sa vie, et c'est notre devoir de respecter cette sagesse finale. Il adressa un clin d'œil à l'un des oncles, cherchant une validation ouverte. L'oncle, mal à l'aise, répondit par un hochement de tête trop rapide. Visiblement mal à l'aise face à la brutalité des mots employés, mais incapable de s'opposer à Michael. La salle était remplie d'une tension si lourde qu'elle rendait l'air difficile à respirer. Le parfum discret et cher de Michael flottait au-dessus de l'odeur d'encre et de cire, dominant l'atmosphère. L'humiliation d'Hélène était totale, publique et profondément injuste. Elle avait été déshabillée moralement devant sa famille. Elle sentit le poids des regards sur elle, des jugements prononcés sans appel. Était le signal, le moment critique. Hélène sentit une force inhabituelle, une calme froideur, s'emparer d'elle. Hélène était plus la petite sœur silencieuse, la cible facile. Elle se redressa sur sa chaise, le bois rigide grinça sous son poids. Le son, bien que minime, attira tous les regards. Elle avait passé tout l'après-midi à faire profil bas, à absorber les coups, à laisser Michael croire à sa victoire facile. Maintenant, elle allait frapper là où ça faisait le plus mal. Dans sa réputation et sa légitimité. Elle se leva lentement, d'un mouvement délibéré et mesuré,
forçant Michael à lever légèrement la tête pour la regarder, interrompant son moment de triomphe. Elle ne se pressait pas. Elle laissa le temps au silence de revenir, un silence qui ne était plus celui de l'acquiescement, mais celui de l'anticipation nerveuse. Sa robe sombre, simple et sans prétention, contrastait avec l'éclat de Michael, accentuant l'image du contraste qu'il avait lui-même dressé. Le riche contre le parasite. Mais maintenant elle se tenait droite, et l'image renvoyée était celle de la dignité face à l'arrogance. Son visage était impassible, dénué de toute émotion visible. Pas de larmes, pas de tremblement. Était ce calme olympien qui déconcerta Michael le plus. Il s'attendait à des pleurs, à de la rage, à des suppliques, pas à ce mur de sérénité qui annonçait une contre-attaque structurée. Hélène prit une inspiration profonde, l'air froid emplissant ses poumons. Elle savait que les mots qui allaient suivre ne pouvaient souffrir d'aucune hésitation. Elle parla d'une voix basse, mais d'une clarté parfaite, portant sur chaque syllabe le poids de son silence passé. Elle s'adressa directement à Michael, ignorant le notaire et les autres témoins pour l'instant. « Michael » commença-t-elle, son prénom sonnant presque étrangement dans l'atmosphère tendue. « Tu as beaucoup parlé de justice et de la vérité que papa cherchait à établir. Tu as insisté sur la distinction entre ceux qui méritent et ceux qui profitent, entre les bâtisseurs et les charges. » Michael, surpris par son intervention prolongée, fronça les sourcils. Il tentait de la couper, son mépris se transformant en agacement. « Hélène, il n'y a rien à ajouter. Le testament est clair. Tu as eu ta chance de t'exprimer durant la lecture du Maître du Bois. C'est fini. Laisse papa reposer en paix, au lieu de faire un scandale indigne. »« Non, Michael, » répondit Hélène, son ton ne se haussant pas d'un demi-ton, mais gagnant en intensité. « Ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini, tant que la vérité n'est pas complète, surtout quand la mémoire de notre père est utilisée pour couvrir une manipulation honteuse. » Elle fit un pas léger en avant, sortant de l'ombre de sa chaise et se plaçant sous la lumière crue de la fenêtre. « J'ai une dernière chose à partager avant que nous ne scellions l'héritage de notre père. Une clarification qui s'impose à la lumière de tes propos sur la dal justice et khadir, la vérité. Une clarification nécessaire pour que tout le monde ici comprenne exactement les circonstances et la nature de la pression sous lesquelles ce testament a été modifié. » Michael sentit un frisson courir le long de son échine. Il y avait quelque chose dans le regard d'Hélène qu'il n'avait jamais vu, une assurance glaciale qui signalait une menace réelle. L'assurance d'une personne qui détient un secret fatal. Il essaya de reprendre le contrôle immédiatement en la disqualifiant. « De quelle clarification parles-tu ? Tu contestes les dernières volontés de papa ? C'est pathétique, Hélène. Tu es en train de t'humilier encore davantage, cherchant des raisons pour justifier ton échec. » Il employa le mot « humilier » comme une arme finale, espérant. La chaleur des mots venimeux de Michael continuait de vibrer dans l'air raréfié de la pièce, mais Hélène ne les entendait plus. Le reproche de parasite haine était plus une flèche qui la blessait, mais une étincelle froide qui venait d'allumer la mèche qu'elle avait préparée et entretenue pendant des mois, voire des années, depuis qu'elle avait eu le pressentiment que quelque chose clochait dans l'empressement de son frère à gérer les affaires de leur père mourant. Le mépris visible sur les visages de certains membres de la famille, qui confirmait sans mot dire la légitimité de l'exclusion, Saotresmos écrasa contre le mur de sa détermination nouvelle. Hélène Sine était plus la femme timide et effacée, toujours en retrait, toujours justifiant son existence par un travail acharné qu'ils ignoraient délibérément. Elle était la gardienne d'une vérité que la décence et la dignité de son père exigeaient d'être révélée. Elle se redressa sur sa chaise, un mouvement lent et délibéré, qui contrastait avec l'agitation nerveuse de son frère, lequel se réjouissait encore de son numéro d'acteur. « Assieds-toi, Hélène. Tu as eu ton moment de lamentation, maintenant ne fais pas de scène, » ordonna Michael, sa voix coupante, cherchant à rétablir son autorité incontestée, celle du fils aîné et de l'héritier désigné, l'homme de la situation qui devait gérer Lily, émotion superflue de sa sœur. Il se pencha vers elle, un sourire suffisant figé sur ses lèvres, s'attendant à ce qu'elle obéisse, comme elle l'avait toujours fait, par crainte du conflit ou par simple épuisement face à son arrogance inépuisable. Mais cette fois, Hélène ne s'assit pas. Elle resta debout, sa silhouette élancée dominant soudain l'assemblée, et le silence de la pièce, initialement empli de la satisfaction de Michael, commença à se charger d'une tension nouvelle et électrique, celle qui précède un orage qu'on n'a pas vu venir. Elle ignora l'injonction de Michael avec un calme qui le déconcerta visiblement, et posa sa main sur la sacoche en cuir noir qu'elle tenait serrée contre elle depuis le début de la lecture. L'ouverture du zip fut un petit bruit sec qui résonna étrangement dans le silence du cabinet de notaire, attirant tous les regards. Ce n'était pas un sac à main habituel mais une mallette souple, et elle en sortit méthodiquement 2 objets. Un petit projecteur portable de la taille d'un livre de poche, et un minuscule haut-parleur Bluetooth noir, qu'elle posa délicatement sur la table de marbre devant Maître du Bois, dont le visage professionnel et habituellement impassible commençait à trahir une inquiétude croissante face à cette tournure inattendue des événements. Les oncles et tantes, qui n'y cessent, étaient habitués à la voir comme une ombre silencieuse, échangeaient des regards perplexes, se demandant si la parasite allait vraiment oser un scandale public.
Hélène brancha le haut-parleur, le voyant lumineux, clignotant un instant avant de devenir fixe. Ses doigts ne tremblaient pas, son cœur battait avec une régularité presque terrifiante, comme le métronome d'une justice implacable. Elle leva les yeux et regarda Michael droit dans les siens, le voyant se raidir, la couleur évanouissant lentement de ses joues. « Michael Dillal, tu as passé les 10 dernières minutes à m'humilier publiquement, à salir ma réputation et à justifier ma mise à l'aile. Écart en disant que cela était la volonté finale de notre père. » Commença-t-elle, sa voix claire et parfaitement modulée, si différente du murmure timide auquel la famille était habituée. Tu as prétendu savoir ce qu'il voulait, et tu as utilisé sa mémoire affaiblie pour consolider ton propre pouvoir. Elle fit un pas de côté pour se placer devant le mur le plus clair de la pièce, où la lumière du jour était déjà tamisée par les rideaux épais, un espace parfait pour une projection. Puisque nous parlons de ce que papa voulait vraiment, de ses dernières volontés non écrites sur ce papier, permettez-moi de laisser sa voix parler une dernière fois, sans intermédiaire, sans interprétation biaisée, déclara-t-elle. L'assurance dans sa posture, la froideur tranchante dans son ton, créèrent un fossé immédiat entre la femme qu'il croyait connaître, et cette figure nouvelle, armée et dangereuse. La mère, Anne, qui avait passé l'essentiel de la lecture à fixer ses mains jointes, leva enfin les yeux vers sa fille, un soupçon de peur se mêlant à une curiosité angoissée. Michael tenta de réagir, mais ses mots étaient déjà moins assurés, teintés d'une nervosité sourde. « C'est ridicule, Hélène. Range tes jouets, nous avons fini ici. C'est le testament officiel qui compte, un point c'est tout. Tu cherches juste à créer un drame pour ton propre gain, siffla-t-il, essayant de la décrédibiliser une dernière fois avant qu'elle ne puisse agir. Mais il était trop tard. Hélène avait déjà allumé le projecteur, et une petite fenêtre lumineuse s'afficha sur le mur. Elle connecta son téléphone au projecteur et au haut-parleur via Bluetooth, ses mouvements étant d'une précision chirurgicale, comme si elle réalisait cette opération depuis des mois, anticipant ce moment. Elle navigua dans un dossier nommé Paul Halle, et lança le fichier audio qu'elle avait gardé si secrètement, si précieusement, pendant tout ce temps. Le silence dans la salle était désormais total, lourd, tendu. Il était plus question de protocole ou de politesse. Était le silence oppressant d'une assemblée, qui sentait intuitivement qu'une ligne fatale était sur le point d'être franchie, que les fondations même de leur compréhension des événements étaient en péril. Le haut-parleur grésilla légèrement, puis le son remplit la pièce. Ce était pas un son clair et professionnel. Était un enregistrement de mauvaise qualité, fait manifestement en secret, capturant l'intimité forcée d'une chambre. Mais malgré la distorsion, les voix étaient parfaitement reconnaissables, et l'atmosphère de la conversation était immédiatement palpable. Elle était pleine d'angoisse et de coercition. La première voix était celle de Paul, le père, affaibli par la maladie, trahissant une lutte interne et une profonde détresse. « Michael, je ne peux pas enlever Hélène. Elle le mérite. Elle a toujours été là, dans l'ombre, travaillant sur les dossiers que tu as ignorés. Elle a un droit légitime à cette part. C'est injuste, c'est immoral. » Entendit-on le père supplier, sa voix tremblante se brisant sur les mots, révélant la vulnérabilité qu'Hélène avait seulement soupçonnée, et qui était la clé de toute l'injustice. L'horreur commença à se peindre sur les visages de la famille, qui avait toujours cru à la version de Michael, celle d'un père souverain prenant une décision ferme et justifiée. Puis, la voix de Michael répondit, et ce fut un choc terrible. Elle était glaciale, dénuée de toute affection filiale, pleine d'une violence insidieuse que personne dans cette pièce, à part peut-être Hélène, n'aurait pu imaginer. Tu le feras, père. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de contrôle et de préservation de la fortune. Hélène n'a aucune fibre commerciale. Elle n'est rien d'autre qu'une charge, une distraction. Tu la rayes de ce testament, et tu me nommes seul exécuteur. La voix de Michael se fit alors plus basse, plus menaçante, chaque mot pesant comme une pierre. Si tu refuses, je m'assure que tes derniers jours ici, dans cette maison, soient inconfortables. Je te coupe des visites. Je te change de personnel soignant, je te laisse dans le flou administratif. C'est la seule façon de préserver ce que nous avons construit. Tu signes, maintenant. Le son qui suivit déchira l'atmosphère déjà irrespirable. Était le son d'un stylo qu'on forçait sur du papier, un bruit de frottement précipité, suivi d'un gémissement faible et déchirant de Paul, un bruit qui témoignait d'une douleur physique et morale insupportable, le son d'un homme brisé par son propre fils, contraint d'agir contre sa conscience sur son lit de mort. Ce gémissement, court et poignant, était la preuve irréfutable de la coercition et du chantage exercés par Michael, non seulement sur le plan financier, mais émotionnel et physique. Michael avait extorqué la signature de son père. Le choc fut immédiat et physique pour tous les présents. L'air semblait être figé. Les respirations étaient suspendues. Michael, qui avait d'abord affiché une expression de dénégation stupéfaite, devint soudainement livide, sa peau prenant une teinte crayeuse. Il comprit en une seconde la catastrophe que représentait cet enregistrement secret.
Il se précipita vers Hélène, le visage tordu par la panique et la fureur, tentant de lui arracher le téléphone ou le projecteur pour arrêter la diffusion. « Tu n'as pas le droit! Arrête ça, espèce de cosy !» rugit-il, brisant le silence forcé. Mais Hélène était prête. Elle avait anticipé sa réaction. D'un mouvement rapide, elle se protégea derrière la table, sa main maintenant fermement son téléphone, sachant qu'elle avait déjà verrouillé la diffusion. « Ne t'approche pas, Michael. C'est la voix de notre père que tu entends, contraint par toi. »« Laisse-le parler, » dit-elle, sa voix restant étonnamment calme au milieu du chaos. Maître Dubois, le notaire, se leva à moitié, choqué, les mains tendues dans un geste d'apaisement involontaire. Mais il n'osa pas intervenir, reconnaissant la énormité de la situation. L'enregistrement continua, exposant la suite de la conversation, les arguments manipulateurs de Michael, la faiblesse croissante de Paul, et finalement, la reconnaissance par Michael qu'il venait d'obtenir exactement ce qu'il voulait. Par la force. Chaque mot prononcé par l'antagoniste venait détruire la façade de respectabilité qu'il avait patiemment construite aux yeux de sa famille et du monde des affaires. Les oncles et tantes, qui avaient toujours admiré Michael pour son ambition et son succès, le voyaient désormais comme un criminel, un tortionnaire de son propre père. L'horreur se mêlait à une indignation glaciale dans leurs regards. La mère, Anne, qui n'avait pas bougé, porta lentement sa main à sa bouche, ses yeux embués d'un mélange de honte et de terreur. Elle avait toujours senti que Michael était dur, mais elle avait accepté ses jugements sur Hélène par lâcheté, par peur de perturber la paix familiale, et par une adhésion tacite à l'idée que Michael était le vrai héritier. Entendre la voix brisée de son mari, et la voix menaçante de son fils, comprendre la laie, étendue de l'ignominie et du chantage exercé sur Paul dans ces derniers jours, fut un choc tel qu'elle sembla rapetisser sur sa chaise, réalisant l'erreur monstrueuse qu'elle avait permis par sa passivité. Quand l'audio s'arrêta, un silence absolu s'abattit sur la salle. Ce n'était pas le silence tendu du début, mais un silence lourd de la vérité révélée. Un silence qui hurlait l'injustice et la trahison. Il y avait le bruit lointain de la ville, le tic-tac discret d'une horloge murale, mais dans la pièce, on n'entendait plus rien, car les esprits de tous étaient submergés par la bande-son de la cruauté familiale qu'ils venaient d'entendre. Maître Dubois, après un long moment d'immobilité, éclaircit la gorge. Un geste qui semblait briser de la glace. Hélène, profitant de cet instant de suspension du temps, remballa calmement son projecteur et son haut-parleur dans sa sacoche. Ses gestes méthodiques contrastant avec le chaos émotionnel de la pièce. Elle regarda Michael, qui était plus l'homme arrogant et dominateur. Il était pâle, tremblant, vaincu. La sueur perlait sur son front, sa cravate paraissait scellée, étouffée. Sa façade scellée était effondrée, révélant le prédateur nu et exposé qu'il était. « Tu t'es vanté de ta force, Michael. Tu as appelé notre père faible, dans son dernier souffle pour justifier ton vol, » dit Hélène, s'avançant vers lui ne montrant aucune pitié. « Ce jour-là, il y a 2 semaines, tu as forcé notre père à trahir sa propre conscience. Aujourd'hui, j'ai révélé la vérité qu'il n'a pas pu dire. » Elle ne criait pas. Elle énonçait une sentence. Était la justice rendue par la voix de son père, et le bourreau était exposé. Elle se tourna ensuite vers Maître Dubois, dont le professionnalisme, habituellement inébranlable, était visiblement secoué par la preuve de l'acte criminel qu'il venait d'entendre. Le notaire, un homme d'honneur, comprenait immédiatement les implications légales. « Maître Dubois, » dit Hélène, sa voix maintenant teintée d'une autorité légitime. « Compte tenu des preuves de coercition et de chantage que vous venez d'entendre, il est clair que mon père a été contraint sous la menace de modifier ses dernières volontés. Ce testament, le second, n'est pas valide. » Michael tenta une dernière fois de se défendre, de trouver une faille, un mensonge, mais les mots restaient coincés dans sa gorge asséchée. « C'est un montage! Une manipulation !» réussit-il à articuler, sa voix rauque et tremblante. Mais personne ne le croyait. Le gémissement de Paul avait été trop réel, trop déchirant, pour être ignoré. Maître Dubois, après un instant de réflexion grave, hocha lentement la tête, reconnaissant la validité du point d'Hélène. « Madame Fournier, cette preuve est extrêmement sérieuse. Si l'authenticité de l'enregistrement est confirmée, et au vu de la nature des menaces, le testament pourrait effectivement être contesté pour vice du consentement. Les conséquences légales seront immédiates, monsieur Fournier, ajouta-t-il, s'adressant à Michael avec une sévérité nouvelle et froide. La justice s'abattait immédiatement sur Michael. Son statut, sa crédibilité, son héritage qu'il pensait avoir acquis par la force, tout était détruit devant tous. Il était passé de l'héritier triomphant au manipulateur criminel en l'espace de 5 minutes. Hélène sentait la liberté l'envahir. Une vague puissante qui effaçait des années de mépris invisible. Elle ne luttait plus pour la part financière, bien que cela lui revienne désormais de droit, elle se battait pour la mémoire de son père et pour son propre honneur, bafoué jour après jour. Elle était debout au milieu du silence lourd, la lumière du projecteur semblant encore irradier sa force intérieure. Elle avait affronté la violence psychologique de son frère, révélé sa monstruosité, et elle avait triomphé. Après des années de silence, de douleur rentrée et de mépris familial, ce jour-là, tout avait changé.
Le silence de la salle était son triomphe, le regard de dégoût de sa mère sur Michael était sa réhabilitation, et l'expression de déroute totale de son frère était sa justice. Elle avait enfin repris sa voix, et plus jamais personne, et surtout pas Michael, ne pourrait la traiter de parasite. Elle avait forcé la vérité à sortir de l'ombre, et, en cela, elle était sauvée elle-même. Son père était vengé, et Hélène Fournier, l'âle, âme oubliée de la famille, retrouvait enfin sa valeur et son droit au respect. Fin du bloc 3, 27 075 caractères. La chaleur des mots venimeux de Michael continuait de vibrer dans l'air raréfié de la pièce, mais Hélène ne les entendait plus. Le reproche de parasite haine était plus une flèche qui la blessait, mais une étincelle froide qui venait d'allumer la mèche qu'elle avait préparée et entretenue pendant des mois, voire des années, depuis qu'elle avait eu le pressentiment que quelque chose clochait dans l'empressement de son frère à gérer les affaires de leur père mourant. Le mépris visible sur les visages de certains membres de la famille, qui semblaient acquiescer au jugement de Michael, cessa d'avoir le moindre poids. La dignité de son père, et non son propre héritage financier, était la seule chose qui comptait désormais. Le silence de la lecture du testamentcier était brisé pour laisser place à l'arrogance, et elle savait que l'heure de la contre-attaque, celle qu'elle avait tant de fois imaginée dans la solitude de ses nuits d'insomnie, était arrivée, brutale et nécessaire. Michael, rassuré par le silence qui suivait généralement ses déclarations définitives, se laissa retomber dans son fauteuil en cuir, croisant les bras, avec l'assurance d'un vainqueur incontestable. Il considérait l'incident clos, Hélène renvoyée à son statut de spectatrice insignifiante. Maintenant, maître Dubois, si nous pouvions reprendre le cours normal des choses, cette diversion inutile a suffisamment gâché notre temps, lança-t-il d'une voix grasse, le regard balayant la pièce avec un air de supériorité qui fit bouillir le sang d'Hélène, non pas de rage, mais d'une froide détermination. Hélène, au lieu de s'asseoir comme il l'ordonnait, fit 2 pas en avant, se plaçant juste devant la lourde table de chêne du notaire. Elle portait une sacoche simple, un cuir usé qui contrastait avec les accessoires de luxe de son frère. C'est de cette sacoche qu'elle tira, avec une lenteur calculée qui allongea l'attention, un petit projecteur portable, à peine plus grand qu'un étui à lunettes, et un petit haut-parleur Bluetooth. Un appareil discret mais manifestement puissant. La curiosité, mêlée d'une gêne palpable, se lisit sur les visages de l'assemblée. Maître Dubois, professionnellement stoïque, fronça légèrement les sourcils, tandis qu'Anne, leur mère, laissa échapper un petit son de désapprobation craintive, craignant toujours le moindre scandale familial. Michael, lui, se redressa, l'amusement laissant place à une irritation croissante. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Hélène ? Range immédiatement tes jouets. Nous ne sommes pas dans une salle de projection, et franchement, personne ici n'a envie de voir tes photos de chat. Il y avait une pointe de rire forcée parmi les cousins, mais l'atmosphère était trop électrique pour que l'humour prenne racine. Hélène ignora Michael complètement, se concentrant sur le branchement de équipement. Ses mains, habituellement hésitantes et craintives en public, étaient étonnamment fermes et précises. Elle prit une grande inspiration, sentant l'odeur du vieux papier et de la cire d'abeille polissant les boiseries, un parfum qui avait été associé à l'oppression familiale pendant si longtemps, et qui, ce jour-là, allait devenir le décor de sa libération. Elle prit la parole, et le timbre de sa voix était différent. Il n'était pas aigu ou tremblant mais bas, clair, et d'une assurance nouvelle qui arracha un regard de surprise à sa mère, Anne, qui n'avait pas entendu sa fille parler avec une telle force depuis des années. Michael parle beaucoup de ce que père voulait, et de qui est digne de l'héritage de la famille Fournier, commença Hélène, son regard fixé non sur son frère mais sur l'ensemble de la famille rassemblée, témoin silencieux de l'injustice. Il a parlé de parasites, d'oisiveté, et de la nécessité de préserver la fortune. Un sourire froid effleura ses lèvres. Puisque nous parlons de ce que papa voulait vraiment, de ses dernières volontés non falsifiées, permettez-moi de laisser sa voix parler une dernière fois. Le maître Dubois hésita, le protocole lui interdisant normalement ce genre d'interruption, mais l'atmosphère était désormais celle d'une rupture imminente, et la curiosité professionnelle l'emporta. Michael, réalisant que l'enjeu était plus sérieux que de simples accusations verbales, se leva brusquement, le visage se contractant dans une expression de panique soudaine. « Non, Hélène, tu arrêtes ça tout de suite, je t'interdis de... » Il s'élança vers elle, mais Hélène fut plus rapide. Elle alluma le petit projecteur, qui projeta immédiatement un écran de connexion sur le mur clair derrière le notaire, et avant que Michael ne puisse l'atteindre, elle lança le fichier audio qu'elle avait gardé en secret, la preuve accablante qu'elle portait comme une arme depuis 2 mois, attendant l'instant précis, où l'humiliation de son frère serait la plus forte et la plus visible. Le son échappa du haut-parleur puissant et clair, et il remplit instantanément la pièce, faisant taire le brouhaha des réactions. La qualité de l'enregistrement était étonnamment bonne, capturant chaque nuance et chaque souffle. La première voix qui se fit entendre était celle de Paul Fournier, leur père. Elle était faible, rendue pâteuse et tremblante par la maladie qui le dévorait, mais l'angoisse était limpide. Il y avait le bruit sourd d'une machine médicale en arrière-plan, le bip régulier d'un moniteur cardiaque, un son qui rappelait à tous la chambre d'hôpital où le vieil homme avait terminé ses jours. La voix de Paul fils éleva, pleine d'une douleur morale évidente. « Michael,
Je ne peux pas enlever Hélène. Elle le mérite. Elle a toujours été là pour moi, même quand tu étais trop occupé par tes propres affaires. C'est injuste, tu le sais. Je l'avais promis à sa mère, à ta première mère, que je m'occuperais d'elle. La salle retint son souffle. L'image projetée N était qu'un écran noir affichant le titre du fichier, mais le son créait une image mentale d'une violence insoutenable. Puis vint la réponse de Michael. Sa voix, que tous venaient d'entendre pleine d'arrogance et de fausse piété, résonnait dans l'enregistrement d'une manière glaciale, dénuée de toute affection filiale, pleine d'une violence insidieuse et manipulatrice. Il y avait une distance clinique dans son ton, comme s'il parlait d'une opération commerciale, et non de son père mourant. « Tu n'as pas le choix, père, » dit Michael, le ton bas et menaçant, chaque mot une lame. « Nous en avons déjà parlé. Tu vas signer le codicille. Ou je m'assure que tes derniers jours ici soient inconfortables. » Michael, qui fait, était jeté en avant, s'arrêta net. Il était à quelques centimètres du projecteur, le visage blanc comme un linge. Les yeux écarquillés, il fixait l'appareil comme si Zek était une bombe. Il essaya de crier, mais seul un faible râle cesse, échappa de sa gorge. Il tenta de frapper l'écran, mais Hélène avait déjà reculé d'un pas, protégeant son matériel. L'enregistrement se poursuivait, inarrêtable. Le reste de la famille, qui était resté figé, commença à murmurer, des chuchotements étouffés d'horreur et d'incrédulité. La voix de Michael devint plus pressante, plus agressive sur l'audio, le chantage explicite. « Tu le feras, père. C'est la seule façon de préserver la fortune. Hélène n'est rien. Elle dilapidera tout ce que tu as construit. Elle n'est pas digne du nom Fournier. Tu la rayes de ce testament. Maintenant, si tu refuses, je retire l'infirmière de nuit spécialisée. Et je m'assure que tes visites soient limitées. Réfléchis bien. » Il n'y avait aucune once d'amour ou de respect dans ces paroles, seulement la cupidité brute et le cynisme absolu. Le contraste avec l'image du fils dévoué qu'il était construite devant la famille était terrifiant. Sur l'enregistrement, on entendit alors le bruit clair et distinct d'un stylo qu'on force dans la main tremblante du père, accompagné d'un gémissement faible et déchirant de Paul, un son de souffrance physique et morale qui résonna dans le cabinet avec la force d'un coup de tonnerre. Était le son d'un homme brisé, forcé de trahir sa propre conscience. Ce son précis, intime et violent, était la preuve la plus irréfutable de la coercition et de l'abus de faiblesse. Le choc fut immédiat et physique. Les murmures cessèrent brutalement. La salle devint silencieuse. Non pas le silence poli du recueillement, mais un silence absolu, lourd, oppressant, comme si l'air lui-même avait été aspiré par la brutalité de la vérité. Michael, exsangue, était maintenant debout, les mains ballantes, incapable de bouger. Son visage était décomposé. La sueur perlait sur son front, et son costume coûteux semblait soudain trop grand pour lui, le rendant ridicule dans sa chute. Il ressemblait à un animal pris au piège de ses propres filets. L'enregistrement continua encore quelques secondes, capturant le souffle haletant du père et le clic sec de Michael rangeant le stylo, triomphant. Puis, l'audio s'arrêta. La salle resta plongée dans ce silence de mort, illuminé seulement par l'ICA, écran noir projeté sur le mur. Le choc général était palpable, et le parfum de l'encens et de la vieille cire qui régnait habituellement dans ce bureau était transformé en une odeur métallique de trahison. Hélène, le cœur battant à la chamade, mais l'esprit étonnamment calme, remballa méthodiquement son projecteur et son haut-parleur dans sa sacoche. Elle n'avait pas besoin de crier, pas besoin de se justifier. La voix de son père, manipulée et forcée, venait de parler pour elle. Elle regarda autour d'elle. Les visages des oncles et tantes étaient pétrifiés d'horreur, leurs yeux allant de Michael, le visage déformé, à Hélène, qui se tenait droite comme un nid. Ils venaient d'assister non seulement à un crime, mais à la destruction d'une image familiale soignée. Anne Fournier, la mère, qui avait toujours cherché à maintenir une paix fragile, en acceptant tacitement le jugement de Michael envers sa fille, était la plus touchée. Assise, elle leva lentement une main tremblante à sa bouche, ses yeux embués de larmes non pas pour le défunt, mais pour l'ignominie de son propre fils. La réalisation de l'ampleur du mal qu'il avait causé, non seulement à Hélène, mais à la mémoire et à la souffrance de son père, la frappa de plein fouet. Son acceptation passive du mépris de Michael venait de lui exploser au visage. Hélène se tourna vers son frère. Michael tentait de retrouver sa contenance, mais il tremblait visiblement, et les mots qu'il essayait d'articuler restaient bloqués dans sa gorge. « Ce n'est pas moi. C'est un montage, Hélène, je jure. » Bredouilla-t-il, sa voix brisée, son arrogance disparue. Hélène le coupa d'un ton sec, sans élever la voix, mais avec une autorité nouvelle. « Ne me mens pas, Michael, nous reconnaissons tous ta voix. Ce jour-là, dans cette chambre d'hôpital, tu as forcé notre père à renier son propre sang. Tu l'as menacé, tu l'as humilié dans ses derniers instants pour de l'argent. » Elle marqua une pause, le regardant s'effondrer intérieurement. « Aujourd'hui j'ai révélé la vérité. » Elle se tourna alors vers Maître Dubois, dont le professionnalisme, malgré des décennies d'expérience avec les drames successoraux, était visiblement ébranlé. Le notaire, habituellement impassible,
pinça les lèvres et ajusta ses lunettes, ses mains ne parvenant pas à masquer leur tremblement. « Maître, déclara Hélène, sa voix résonnant dans le silence comme le glas. Cet enregistrement est la preuve irréfutable d'un abus de faiblesse et d'une contrainte exercée sur mon père dans un état de grande vulnérabilité. Ce codicille, et par extension ce testament n'est pas valide. Mon père a été contraint. L'effet fut immédiat. Maître Dubois n'eut pas besoin d'une analyse juridique approfondie. La preuve de la coercition était trop claire, trop brutale. L'horreur de la famille était unanime. La justice s'abattit instantanément sur Michael, non pas par un jugement de tribunal, mais par la condamnation publique et irréversible de sa propre famille. Son statut, sa crédibilité sociale, tout ce qu'il avait construit sur une façade de respectabilité et de piété filiale, était détruit devant tous les témoins qui comptaient. L'héritage, qu'il croyait avoir sécurisé par la force et l'intimidation, venait de lui échapper définitivement. Michael s'affaissa sur sa chaise, le regard dans le vide, les mains couvrant son visage dans un geste de honte et de défaite que tous purent voir. La chute était totale, publique et méritée. Les oncles et les tantes se levèrent, non pour le réconforter, mais pour éviter, leur regard le transperçant d'un mélange de dégoût et de colère pour avoir jeté un tel opprobre sur le nom des Fournier. Sa mère, Anne, détourna la tête, incapable de soutenir le regard de ce fils qu'elle venait de découvrir comme un bourreau. Hélène resta debout, au centre de cette tempête de silence et de révélation. Elle sentit la liberté l'envahir, une vague puissante et douce qui balayait les années de mépris invisible et de douleur accumulée. Le poids qu'elle portait depuis l'enfance, celui d'être constamment jugée comme inférieure, comme le fardeau, était évanoui. Elle avait tenu bon, elle avait gardé son secret non par vengeance, mais pour la seule et unique raison de rétablir la vérité et de rendre justice à la mémoire de son père, qui n'avait pu se défendre lui-même. Elle regarda Maître Dubois prendre des notes d'une main assurée, sachant que la procédure légale pour invalider le testament commencerait immédiatement. Elle était plus la petite sœur craintive, la parente pauvre qu'on tolérait. Elle était la détentrice de la vérité, celle qui avait eu le courage de briser le silence toxique qui régnait sur cette famille. Les yeux de certains de ses cousins et cousines, qu'il avait toujours ignorés ou méprisés, la regardaient désormais avec une admiration et un respect évident. L'ordre social de la famille Fournier venait d'être inversé. En sortant du cabinet quelques minutes plus tard, après avoir fourni au notaire le fichier source de l'enregistrement et ses coordonnées, Hélène ne dit pas un mot de plus à Michael, qui était toujours assis, figé dans l'horreur de sa défaite. Elle laissa derrière elle l'atmosphère lourde de la trahison et la figure démolie de son frère. Le ciel, habituellement gris, semblait plus lumineux. Hélène sentit ses épaules se relâcher, le poids d'une décennie d'oppression s'envolant. Après des années de mépris invisible, ce jour-là tout avait changé. Elle avait enfin repris sa voix et son honneur. Elle était plus sa quantité négligeable, mais la femme forte qui avait révélé la vérité au grand jour, et cette victoire morale valait infiniment plus que n'importe quelle part de l'héritage. Elle était libre. Le silence était rompu, et elle ne se tairait plus jamais. Elle marcha vers la lumière du jour, sachant que sa nouvelle vie commençait maintenant, sur les ruines de l'orgueil de son frère. La catharsis avait eu lieu.